L'histoire commence avec un jeune homme, valise à la main, accompagné de son bailleur qui le mène vers son nouvel appartement. Le bailleur lui dit qu'il a de la chance car cet appartement est le meilleur de tout ce qu'il a. Ils arrivent alors devant le bâtiment 3. Mais en y arrivant, le jeune homme n'est pas rassuré car le bâtiment semble délabré. Le bailleur lui dit de ne pas s'en faire et lui garantit que c'est propre. Il lui rappelle aussi qu'il n'est qu'à 800 won par mois, soit 100 euros. Le bailleur continue lui disant que l'agence Yongon est sérieuse et lui certifie qu'il sera satisfait. Le jeune homme convaincu accepte car dans tous les cas il ne va y rester que pour 2 mois. Il soulève sa valise et commence à prendre les escaliers suivi par son bailleur. Mais celui-ci, avant de fermer la porte, montre un regard terrifiant. Ainsi il ferme la porte semblant sceller le sort du jeune homme. Celui-ci dit au bailleur qu'il peut le laisser après lui avoir donné les clés. Il remercie l'homme de l'avoir accompagné. Une fois seul, celui-ci sourit car il a réussi. Il a enfin réussi à louer l'appartement et pourra toucher la prime de performance. Il n'y croyait plus vu que c'est la fin du mois. Heureusement pour lui, une certaine vieille dame n'est pas là car elle a ruiné plusieurs fois ses plans. Elle disait tout le temps qu'il y aurait des fantômes, mais ce ne sont que des superstitions. L'homme descendant tout seul les escaliers se demande comment serait-ce possible qu'une telle chose existe. Mais au même moment, des mains hideuses apparaissent derrière lui et se rapprochent tout doucement. Et soudain... Au même moment, le jeune homme qui vient tout juste de s'installer s'allonge dans son lit, sourire aux lèvres. Celui-ci est fatigué. Dehors, la pluie commence à tomber. La fenêtre étant ouverte laisse entrer la pluie. Celle-ci tombe alors naturellement sur le visage du garçon. Il sent l'eau mais n'y prête pas attention, voulant continuer à dormir. Alors tout son lit, lui compris, se font envahir par l'eau. Mais le garçon continue de dormir. D'un clin d'œil, une main monstrueuse apparaît devant lui. Un éclair s'abat sur le bâtiment annonçant le prochain châtiment. Alors le monstre se dévoile complètement, s'apprêtant à prendre une vie innocente. Le lendemain, une voix se fait entendre disant à un homme de se réveiller. Une autre voix dit à l'autre qui est un agent de police savoir comment réveiller l'homme. Et là... le bailleur vient de se faire gifler et s'est réveillé. Mais en regardant devant lui, il voit un monstre à l'allure de vieille femme le regarder. Le bailleur prend peur et dit au monstre de ne pas l'approcher. Mais il ne s'agit que d'une vieille dame ordinaire. C'est Madame Long, la vieille dont le bailleur parlait tout à l'heure. Il demande donc ce qui se passe. Le policier lui explique alors la situation. Après avoir fait venir un locataire, quelqu'un l'aurait poussé dans les escaliers. Il demande au bailleur de confirmer. Celui-ci acquiesce, mais malheureusement, le bâtiment ne dispose pas de caméras de surveillance. Donc ils n'ont pas de preuves. Mais en regardant Madame Long, celui-ci voit qu'elle le fixe avec un air énervé. En effet, elle est frustrée car il ne fait que penser à l'argent. Elle lui avait dit qu'il y avait quelque chose de mauvais ici. Alors pourquoi est-ce qu'elle a ramené quelqu'un? Mais le bailleur ne la prend pas au sérieux avec ses superstitions. Il affirme que si son locataire l'entendait, il se moquerait d'elle. Après ces mots, Madame Long s'énerve car comment est-ce qu'il ose dire ça alors que le locataire est mort à cause de lui? Le bailleur est choqué d'entendre la nouvelle. Dehors, les gens se posent des questions car ils ont entendu parler de la mort du jeune homme et d'un certain appartement hanté. Pendant qu'ils continuent les commérages, derrière eux, il y a une personne qui se demande s'il y a une force démoniaque ou une aura dans cet appartement car il ne ressent rien. Le garçon a l'air de mieux comprendre la situation que les autres car il n'est pas étonné d'entendre parler de monstres. Puisqu'il n'arrive pas à ressentir le démon, il se prépare à employer ses pouvoirs. Ainsi, après avoir fait des signes de main, il active l'œil de l'au-delà. Il s'agit d'une technique secrète de vision pouvant visualiser les contours de l'âme. Un humain banal est en bleu, un mort est en blanc, un humain aux capacités particulières est en jaune et un démon est en rouge. Ses pouvoirs maintenant activés, il analyse toute la zone pouvant voir à travers les murs. Ainsi, il regarde dans l'appartement en question, mais il ne peut voir que le cadavre et les enquêteurs autour de celui-ci. Mais même avec ses pouvoirs, il ne perçoit rien. Alors il comprend que ce démon va être pénible. Mais il en est content car ça ne serait pas intéressant si c'était trop facile. Mais soudain, il est interrompu et désactive ses pouvoirs. Derrière lui, il y a un petit garçon avec sucette à la main qui suppose qu'il doit être fan de Naruto après avoir vu ses signes de main. Le garçon en est soulagé car il pensait qu'il était découvert alors qu'il ne s'agit que d'un gamin. Celui-ci dit se connaître dans les signes de ninjutsu après avoir léché sa morve et sa sucette en même temps. Et en plus, il en est fier. Il met sa sucette
sucette dans sa bouche et dit au garçon de bien regarder. Il commence à faire des signes de main imitant Naruto, mais le garçon n'en est pas impressionné. Il continue avec de nouveaux signes de main, mais ce n'est toujours pas impressionnant. Alors il continue, augmentant de plus en plus son aura, mais cela finit par énerver le garçon à côté. Une fois ces signes de main finis, l'enfant prononce 8 tonnes et envoie sa technique de la grande cascade, crachant en même temps sa sucette. Celui-ci ne voit pas le garçon partir en même temps. Alors, tout fier de lui, il se retourne pour lui demander ce qu'il en pense. Mais il remarque qu'il est tout seul depuis un moment. Mais ce qui l'inquiète le plus, c'est sa sucette. En effet, il devait la partager avec son voisin de table. Au-dessus de lui se trouve le garçon de tout à l'heure, avec sa sucette à la main, lui disant que ce qu'il vient de faire n'est pas du ninjutsu, mais du taoïsme, jetant en même temps la sucette de l'enfant. Il y a eu 3 groupes qui ont tenté de trouver le démon sans succès. Et un autre est là depuis 5 jours, mais n'a rien vu. Même l'œil de l'au-delà n'a rien pu détecter. Alors, s'il ne se montre pas, peut-être que le seul moyen de le faire sortir sera de détruire le bâtiment. Mais avant d'en arriver là, il va préparer un plan correct pour l'attraper. Et ensuite, il lui donnera une bonne leçon, car c'est son métier. Le lendemain après-midi, à l'agence Yongon, le bailleur assis sur une chaise se demande en quoi la crise cardiaque du garçon qui est mort le concerne. Il en a marre, car on lui a même fait remplir une déposition et ça lui a pris toute la matinée. Pendant qu'il se plaint de sa malchance, car son bonus du mois s'est volatilisé, une personne rentre et se met face au bailleur. Mais alors que celui-ci demande ce que la fille veut entre acheter et louer, le bailleur s'interrompt instantanément, commençant à rougir. La magnifique jeune fille devant lui dit alors qu'elle aimerait louer l'appartement dit hanté. Celle-ci possède quelque chose en particulier qui a un pouvoir énorme sur le bailleur. Grâce à ses pouvoirs assez étranges, la fille arrive à hypnotiser le bailleur qui accepte sa requête. Mais après que celui-ci soit revenu à lui-même, il lui demande pourquoi est-ce qu'elle veut cet appartement alors que la fille dit être au courant de ce qui vient de se passer. Alors celle-ci lui dit qu'elle veut faire un live. Cela choque le bailleur, car il se demande si les filles d'aujourd'hui préfèrent l'argent à la vie. Alors tous deux se rendent à l'appartement, mais le bailleur ne voulant pas monter, donne les clés à la fille pour qu'elle y aille toute seule. Celle-ci, une fois dans l'appartement, part dans la chambre principale car c'est là où le garçon est mort. Mais d'abord, elle commence par sortir un bol de nouilles pour pouvoir manger avant d'investiguer. Mais alors qu'elle déguste son plat de nouilles, en dessous de la table, une main étrange s'approche tout doucement d'elle. Une fois la main toute près de ses jambes et s'apprêtant à la toucher, la fille a une réaction immédiate, elle recule au même moment, évitant au monstre de pouvoir la toucher. Elle part en courant vers son sac car elle a oublié quelque chose. La fille a peur quand elle est toute seule. Alors de son sac, elle sort un poster de son idole préférée pour se sentir moins seule. Elle en met un devant la porte d'entrée pour qu'il surveille et un autre à la fenêtre pour effrayer les démons. La lumière s'éteint sans raison au même moment, ce qui inquiète un peu la fille qui se demande pourquoi. Mais en regardant l'armoire devant elle, une aura mystique qui sort. La fille apeurée tient son sac contre elle et demande qui est dans l'armoire. Elle prévient qu'elle a de quoi se défendre dans son sac. Alors elle dit à celui qui est dans l'armoire de se montrer tout de suite, n'étant pas sereine. Mais en voyant la chose qui est dedans, elle est complètement choquée. En effet, il s'agit du démon qui est derrière le meurtre du garçon qui s'apprête à faire une nouvelle victime. La fille prend un air sérieux et ne semble pas être étonnée de voir le démon. Ne montrant plus aucune peur, elle attrape la porte de l'armoire et l'ouvre rapidement. Une fois la porte ouverte, elle s'adresse à quelqu'un lui disant que c'est à son tour de briller. Elle met son sac qui est un sac conçu pour le stockage et contient une dimension spéciale en avant pour faire sortir quelque chose. Un énorme oiseau y sort et se dirige vers le placard. Il s'agit d'un corbeau aux griffes acérées s'apprêtant à combattre le démon. Le corbeau rentre dans l'armoire et la fille referme derrière lui. Alors un combat intense commence dans ce même placard et le démon supplie au corbeau de ne pas l'approcher. La porte du placard se fait ensuite exploser, ce qui force la fille à reculer. Mais celle-ci, restant professionnelle, se rattrape, balance son sac en avant et dit à son corbeau de retourner dans le sac au trésor. Ainsi, celui-ci entre dans le sac et la fermeture se fait automatiquement. Le corbeau de la fille est
un corbeau à 4 serres. Il peut forcer n'importe quel démon à révéler sa véritable apparence. Alors la fille dit au démon de se montrer. Celui-ci sort du placard avec sa véritable apparence qui est encore plus hideuse que ce qu'on peut imaginer. Le démon se dresse devant la fille et la menace de la dévorer. Alors, sans plus attendre, il dévoile une gueule énorme avec plusieurs rangées de dents et s'apprête à dévorer la fille. Mais celle-ci, d'une simple gifle, le calme et lui dit d'arrêter de faire le dur. Elle n'est pas impressionnée. La gifle de la fille est suivie d'un coup de poing à l'apparence mignonne, mais celui-ci cache assez de force pour pouvoir éjecter le démon sur plusieurs mètres. Le démon tombe alors suite au coup de la fille et la fille est embarrassée par de grosses choses inconnues qu'elle dit gênantes pour pouvoir bouger. Le démon se relève et lui demande qui elle est, étant impressionné par sa force. La fille pense qu'elle avait raison car pour pouvoir utiliser des méthodes enfantines comme faire peur aux gens, c'est sûr à 100% que ce démon est de bas niveau sans véritable puissance offensive. C'est pour ça qu'il ne remarque pas la véritable identité de la fille. Alors celle-ci utilise sa magie faisant un petit cercle et commence à se métamorphoser montrant sa véritable apparence. Elle dit disparition et fait apparaître un sac spirituel créé avec une technique spéciale dimensionnelle et de la peau humaine artificielle qui peut passer en mode humain ou démon. Le sac permet la transformation en quelqu'un d'autre et sa capacité de stockage est de 225 mètres carrés. Le démon commence à trembler de peur voyant la véritable puissance de son ennemi. Le sac diminue de plus en plus et la personne devant lui montre sa véritable apparence. Il fait partie de la société du spectre et il est le meilleur chasseur de la ville de Lausanne. Il s'appelle Tonka. Comme le démon pouvait dissimuler son aura, Tang pensait qu'il était un esprit du désir. Alors il s'est déguisé en fille avec deux gros arguments, mais il l'a fait pour rien. Son œil de l'au-delà n'a rien pu déceler, ce qui signifie que le démon est meilleur qu'une certaine personne pour se cacher. Mais pour la puissance d'attaque, Tang pourrait en finir avec lui d'un seul doigt. Le démon, comprenant qu'il n'a aucune chance au combat, commence à s'évaporer pour se cacher, lui disant qu'il devra d'abord le trouver pour le tuer. Mais il n'a pas le temps de s'évaporer complètement qu'il se fait attaquer de toutes parts, ce qui l'oblige à reprendre son apparence initiale. Le démon ne comprend pas ce qui se passe, alors Tang va le redire. C'est à cause du corbeau à 4 serres qui peut percer à jour n'importe quel démon. Alors celui-ci ne peut plus prendre une nouvelle forme. Le démon n'a plus d'autre choix que de s'échapper. Alors il se dirige vers la porte d'entrée, ne pouvant pas se faire attraper car il attend le retour d'une fille. Mais en touchant la porte avec le poster, un sort caché dedans se dévoile et l'attaque, l'empêchant de sortir par là. En effet, un talisman y est caché et le démon ne peut pas passer à travers car il est faible. Tang est vraiment déçu car un pauvre talisman suffit pour le neutraliser. Mais après s'être pris cette attaque, le démon prend une apparence d'enfant, ce qui étonne Tang car il a devant lui un démon qui n'est encore qu'un enfant. En effet, il s'agit bel et bien d'un bébé démon violet avec des cornes qui pleure à la vue de Tang. Celui-ci tend sa main vers l'enfant et lui met un coup sur la tête car maintenant il fait moins le fier. Il n'existe aucun démon que Tang ne puisse attraper. Mais l'enfant en pleurs dit à Tang qu'il ne peut pas s'en aller car elle n'est pas encore revenue. En entendant elle, Tang demande à l'enfant s'il effraie tout le monde parce qu'il attend le retour de quelqu'un. Avec cette simple question, l'enfant démon, au lieu de simplement répondre, commence à raconter toute sa vie disant qu'il date des temps anciens. Et vu que sa seule capacité, lui et ses semblables, était de pouvoir se cacher, alors la société du spectre les a engagés dans le but de récolter des informations sur les autres démons. Alors qu'un jour ils étaient envoyés en mission, elle s'est révélée être un piège, alors ils ont fui, mais lui seul a survécu. Il s'est caché dans cette armoire durant tout ce temps. L'enfant démon continue, disant qu'une fois qu'il s'est réveillé, le monde était différent. Tout a changé, même le fait que les humains ne dorment plus la nuit. Alors, étant peureux, il s'est de nouveau caché dans ce placard, mais une humaine l'a trouvé. C'était une vieille dame aveugle qui l'a pris pour un chat. Elle a commencé à l'élever, mais un jour, la dame s'est soudainement effondrée. Elle ne bougeait plus durant plusieurs jours, même quand il mettait de la nourriture près de sa bouche. Alors, quelques jours plus tard, quelqu'un est arrivé et l'a emmenée.
Et depuis, il attend qu'elle se réveille et qu'elle revienne. Mais beaucoup de temps est passé et elle n'est toujours pas là. Il allait continuer son histoire mais se fait interrompre par Tang qui en a marre de l'entendre parler. Il lui dit de se taire. Il va d'abord commencer par vérifier l'identité du démon à l'aide d'une application. Il commence à scanner l'enfant démon lui disant de ne pas bouger. L'IA du téléphone lui annonce qu'il s'agit d'un charbon décrépit, une espèce disparue. En entendant le téléphone parler, le petit démon prend peur. Tang apprend ensuite que la date d'extinction est estimée à l'ère Beijing. L'espèce a disparu car elle a été chassée par d'autres démons. La tête du démon ne rapportera que 2000 à Tang, mais vu qu'il s'agit d'une espèce disparue, alors elle vaudra de l'or au marché noir. Cela effraie l'enfant car il a peur de ce qu'on pourrait lui faire comme atrocité. Il supplie alors Tang de le laisser partir, ne pouvons pas subir ça. Mais celui-ci lui dit que même s'il vaut beaucoup, il ne le vendra pas. Il lui dit aussi que la vieille dame ne reviendra pas. Mais à partir d'aujourd'hui, le petit démon ne sera plus jamais seul et n'aura plus à avoir peur. Avec un sourire bienveillant, Tang lui dit qu'il va prendre soin de lui, l'appelant Noiro, puisqu'il fait partie de l'espèce charbon décrépit. Cela émeut le démon car c'est la première fois de sa vie qu'on lui donne un nom. Tang lui demande s'il aime bien le nom qu'il lui a donné. Et Noiro, avec un sourire de soulagement, lui dit oui. Mais à la seconde d'après, Tang approche une étrange boule sur le visage de Noiro et celle-ci commence à l'aspirer. Alors, sans s'y attendre, Noiro se fait complètement transporter dans la boule. Se sentant trahi, Noiro supplie à Tang de le laisser sortir et regrette d'avoir à nouveau fait confiance aux gens de la société du spectre car les humains sont tous des menteurs. Cette boule est la cage tissée, un outil utilisé pour piéger des démons normaux. Pour le faire, une des conditions doit être remplie pour qu'un démon soit emprisonné. La première est que le démon soit gravement blessé et en être à son dernier souffle. Et la deuxième est que le démon fasse confiance à son chasseur et qu'il ne se méfie pas de lui. Tang ouvre ensuite son application qui lui permet de dire si sa mission est un succès ou un échec. Celui-ci dit avoir fini sa mission, mais son doigt pointe bizarrement vers échec. Au loin, dans un chantier de construction, une personne dit avoir faim et d'y aller au quartier Lantian pour trouver un truc à manger. Une autre dit de venir voir car il paraît que leur collègue Zhuang a déniché une sorte de trésor. Un autre a entendu dire que c'est une relique ancienne. Les ouvriers se disent chanceux et pensent que la chose pèse 250 kilos au moins. Et ils ont eu du mal à la faire sortir. Il s'agit d'une énorme jarre qui a l'air très ancienne. L'un d'eux pense que c'est un pot à cornichons. Un autre pense que c'est une relique. Et un autre pense que ça a dû servir à contenir de l'alcool. Mais ils ne le sauront que quand ils auront ouvert. Alors l'un d'eux s'approche de la jarre. Son collègue lui dit de faire attention car ça lui donne une impression malsaine. L'homme se rapproche du pot et avant d'enlever le couvercle, il voit que quelque chose est écrit dessus et qu'on dirait des marques de griffes laissées par des chiens. Il enlève alors le couvercle et le laisse tomber par terre. Une fois fait, des ondes maléfiques sont émises par la jarre. Alors, ne voyant plus leurs collègues bouger, les ouvriers lui demandent ce qu'il y a. Mais Zhuang ne répond pas. Alors, il décide d'aller voir de plus près. Une substance bizarre tombe sur ses pieds. Celle-ci provient de ses orifices, car celui-ci ressemblant maintenant à un zombie semble mort. Plus tard, sur la route, une fille sur une moto a peur d'arriver en retard. Il s'agit d'une livreuse à vitesse éclair, donc elle a une réputation à tenir. Alors, sous la pluie, la fille roule à toute vitesse sans se soucier du danger potentiel. Celle-ci doit à tout prix se dépêcher car elle a enfin reçu une grosse commande et il ne lui reste que 5 minutes pour la livrer. Alors, elle passe à la vitesse supérieure et roule à travers la pluie. À côté de la route, le gazon qui pousse s'écarte comme si quelque chose passait à travers et l'eau éjectée par la fille ne tombe pas par terre. Mais alors qu'elle se réjouissait qu'il n'y ait personne sur la route cette nuit, pensant donc arriver à temps si elle est rapide, la fille, semblant avoir heurté quelque chose, tombe violemment de sa moto avant de tomber à terre. Elle se protège avec ses mains mais elle heurte le sol si violemment que son casque s'enlève. Elle glisse ensuite sur plusieurs mètres. La fille, maintenant loin de sa moto cassée, ne peut plus bouger car
l'air trop blessée. Celle-ci, immobile, se demande si elle a heurté quelque chose, mais le problème c'est qu'elle n'a rien vu. Sur la route, des traces de pas bizarres dévoilées par la pluie s'approchent d'elle. La fille arrive à lever la tête, mais en regardant devant elle, un monstre terrifiant dévoilé par la pluie s'approche. Il la regarde comme une nouvelle proie. Plus tôt dans la journée, dans une résidence en ville, une personne crie à Zhuang de se lever. La femme frappe violemment la porte, criant le nom de la personne qui doit se lever. Elle ouvre la porte, énervée que Zhuang ne soit toujours pas debout alors qu'il est. Et en effet, celle-ci est toujours dans son lit. La femme lui rappelle qu'avant de s'installer ici, elle lui avait dit qu'elle l'aiderait pour le ménage. Mais tous les jours, elle se réveille tard et rentre tard. La femme se demande alors comment est-ce que son père l'a éduquée. Elle est énervée car il y a beaucoup de personnes de sa famille chez qui elle aurait pu vivre. Alors elle se demande pourquoi est-ce qu'elle a choisi cette maison pour les parasiter. Elle est d'autant plus énervée de voir Zhuang vivre ainsi sans avoir aucune honte. Elle claque la porte et la laisse. Celle-ci, déjà réveillée, a tout entendu, mais elle n'a pas réagi pour ne pas empirer la situation. Il semblerait qu'elle ne va pas pouvoir rester ici. Alors, elle prévoit de demander à son autre tante si elle a une chambre disponible qu'elle pourrait lui prêter. Pour l'instant, il lui manque encore la moitié d'une certaine somme, car quand elle aura assez, elle dit aller voir une certaine femme et quand elle la verra, elle fera en sorte qu'elle regrette de les avoir abandonnés. Regardant sa photo de famille, elle demande à son père de l'aider de tout là-haut pour qu'elle gagne beaucoup d'argent. Dans le salon, sa tante dit à son oncle de manger ses œufs pendant qu'ils sont encore chauds. Elle lui demande ensuite pourquoi est-ce qu'elle ne lui parle pas. Zhuang avait dit qu'elle allait rester un peu chez eux, mais maintenant cela fait 6 mois qu'elle squatte leur maison. L'homme dit qu'il s'agit de sa nièce et répond à sa femme que si lui n'en prend pas soin, qui le fera? Sa femme lui répond que c'est peut-être sa nièce, mais ce n'est pas comme si elle manquait d'argent. En effet, elle a dû économiser une fortune avec tout le travail qu'elle fait. La femme décide de ne plus en parler car ça va l'énerver. Elle dit à son mari d'aller travailler quand il aura fini de manger. Elle s'habille pour aller acheter quelques trucs au magasin. Son mari ne lui répond pas, continuant de fixer son téléphone. Il entend ensuite des cris bizarres derrière lui. Il s'agit du ventre de Zhuang qui gargouille derrière la porte. Alors son oncle lui dit qu'elle peut sortir car sa tante est partie. Celle-ci ouvre la porte et salue son oncle disant qu'elle n'essayait pas d'éviter sa tante. Mais son oncle lui dit qu'il s'agit de la ménopause et lui dit de ne pas prendre ce que sa tante lui dit trop à cœur. Il lui dit alors d'aller se laver et de venir après pour manger. Zhuang part dans la salle de bain et commence à se laver le visage. Mais pendant qu'elle se lave, une ombre apparaît derrière la porte. Celle-ci vient d'ouvrir la porte. Elle s'ouvre discrètement et doucement. Et la personne derrière la porte observe Zhuang. Cette même personne se concentre sur une partie particulière du corps de Zhuang, mais on ne sait pas laquelle c'est et semble l'apprécier. Il s'agit en effet de son oncle qui la regarde avec un sourire pervers dévoilant son vrai visage. Sentant une présence bizarre, Zhuang regarde dans le miroir et voit son oncle s'approcher d'elle. Elle se retourne alors inquiète et son oncle lui dit l'avoir appelée derrière la porte, mais puisqu'elle se nettoie le visage, elle n'a sûrement pas dû l'entendre. Il lui dit qu'il vient de finir de manger et voulait juste prendre un fil dentaire. Zhuang lui dit que ça l'aurait glacé le sang s'il était venu comme ça dans son dos au milieu de la nuit. Son oncle s'en excuse et dit qu'il fera plus attention la prochaine fois. Zhuang s'apprête à prendre le fil dentaire pour le lui donner, mais son oncle tend sa main à son tour et lui dit que ses mains sont mouillées. Alors il va le faire lui-même. Il s'approche ensuite de la tête de Zhuang et lui dit que ses cheveux sentent vraiment bon. Il continue, lui disant qu'il se souvient qu'elle jouait beaucoup avec lui quand elle était petite. Et maintenant, elle est devenue une adulte en un clin d'œil. Son oncle trouve que c'est incroyable. Il lui dit ensuite qu'il a accidentellement aperçu son téléphone et a vu que Zhuang avait plus de 500 000 sur son compte. Zhuang est jeune et revient tard la nuit. Alors il imagine qu'elle fait des choses pas très propres. Il lui dit ensuite que si elle a besoin d'argent, il
qu'il peut lui en donner si elle fait tout ce qu'il veut. La jeune fille, outrée par les propos de son oncle qu'elle pensait être le seul qui la traitait le mieux, se rend compte qu'il n'était qu'un loup déguisé en agneau. Elle lui met en même temps un gros coup de genou entre les jambes, rendant tous les hommes fiers d'elle. Elle l'insulte ensuite et part de la salle de bain. Maintenant, elle va devoir trouver un autre endroit où dormir. Une fois dehors, valise à la main, elle meurt de faim. Elle se dit qu'elle aurait dû manger avant de partir. À côté d'elle, il y a une famille qui semble heureuse, passant du bon temps ensemble. Cela rend Zhuang triste, mais elle se reprend tout de suite après, car elle doit travailler pour gagner beaucoup d'argent aujourd'hui. En effet, son objectif du jour est de 1000 yuan, soit 130 euros. Alors, dès 9h du matin, elle commence. Elle tient un bouquet de fleurs et porte une robe magnifique devant un fond jaune. Elle est en effet en train de faire un shooting photo en tant que modèle. Cela lui rapporte 300. Elle ne perd pas de temps, toujours avec sa valise à la main, courant et mangeant en même temps, se dirige vers son nouveau poste. Maintenant, elle est serveuse à mi-temps. Elle en reçoit 200 plus 150 de bonus pour avoir reçu 3 étoiles. Elle dit ensuite à une personne de garder ses affaires. Celle-ci lui demande jusqu'à quelle heure elle va travailler et lui répond qu'elle essaiera d'en finir avant 1h du matin. Ainsi, elle part tout de suite sur sa moto et dit au revoir aux 2 hommes derrière elle. L'un d'eux demande pourquoi est-ce qu'une fille comme elle travaille comme livreuse. Et l'homme à côté lui répond qu'elle ne fait pas que ça. Elle travaille à 3 endroits différents chaque jour. Il ne sait pas pourquoi elle travaille autant, mais une chose est sûre, elle aime les motos. C'est pour ça que pour elle, faire des livraisons est un moyen de décompresser. En ville, on retrouve Tang qui se demande ce qu'il devrait manger après avoir fini ce qu'il mange. Alors, pendant qu'il réfléchit et marche, en même temps Zhuang passe à côté de lui avec sa moto à toute vitesse. Une fois qu'elle est passée, la ceinture de Tang se met à vibrer fortement, alertant ce dernier. Il prend alors la partie qui bouge et l'ouvre. Il s'agit d'un compas noir. Ça possède la capacité de détecter les personnes, objets ou démons. Et ça permet également de déchiffrer les bons ou mauvais signes. Alors, voyant l'aiguille tourner à toute vitesse pour ensuite montrer des fils rouges, Tang s'en inquiète, car en effet, une personne est en danger. Ce qui l'inquiète encore plus, c'est qu'il s'agit d'un cas que son maître lui avait décrit quand il était petit. Les fils rouges se dirigent vers Zhuang, ce qui montre à Tang qu'il s'agit d'une victime d'un mauvais augure. En effet, sa mort est inévitable car une malédiction impossible à lever s'est abattue sur elle. Mais malheureusement pour Tang, il y a trop de monde pour qu'il puisse trouver la source. Donc au final, il se dit que chacun a son destin. Et vu qu'il ne peut rien y faire, alors il abandonne. Son téléphone sonne juste après. Il reçoit une nouvelle demande pour une mission urgente. En effet, il s'agit d'une mission de rang A. Et Tang est prioritaire sur celle-ci. Celui-ci est étonné en voyant le rang de cette mission. Mais il arbore ensuite un sourire car il sait qu'il va s'amuser. En effet, pour lui, aujourd'hui est un bonjour. Au loin, au chantier de construction, les ouvriers se précipitent tous vers un même endroit. L'un d'eux demande ce qui se passe, mais l'autre sait juste qu'une personne a crié et tout le monde se dirige vers elle. Ils se retrouvent devant la jarre sans personne autour. Mais en regardant bien, les ouvriers constatent qu'autour de la jarre, il y a les bottes et les uniformes de leurs collègues. Ils savent juste qu'ils ont éthéré la jarre, mais ne savent pas où est-ce qu'ils sont. Ils se demandent alors pourquoi leurs uniformes sont par terre. Le liquide de la jarre se met ensuite à bouger, créant des petites bulles. Cela interpelle les ouvriers car on dirait qu'il y a quelque chose à l'intérieur. Ils se demandent si Zhuang ne serait pas caché dedans pour leur faire peur. Les ouvriers aperçoivent ensuite quelque chose émerger du fond de la jarre et penchent tous pour regarder. Des bulles de plus en plus grosses apparaissent au-dessus, laissant sortir une masse noire ressemblant à un bout de tête. D'un coup, la chose qui était dedans sort à une grande vitesse et se dirige vers le ciel. La chose se met ensuite au-dessus des ouvriers et ces derniers prennent tous peur en voyant l'apparence de celle-ci. Il s'agit d'un corps purifié, un esprit né de grandes quantités de haine et de colère qui se nourrit d'âmes humaines. Le monstre pousse un cri abominable qui effraie tous les ouvriers. Ces derniers se mettent tous à courir pour échapper à la mort. Mais il est trop tard. Le monstre ouvre grand sa gueule et commence à aspirer leurs âmes.
âmes. Alors, un à un, les ouvriers se voient vidés de leurs âmes pendant qu'ils sont attirés vers le monstre tous en même temps. Les ouvriers qui n'étaient pas sur place aussi se voient attirés vers le monstre depuis leur bureau ou la grande grue géante pour aller au même endroit. Ainsi, le monstre crée une énorme boule humaine composée de tous les ouvriers du chantier. C'est donc ainsi qu'ils commencent à absorber leurs âmes tous en même temps pour s'en nourrir. Les ouvriers voient leur corps s'assécher de plus en plus, puis un liquide noir sort de leurs orifices infligeant d'énormes douleurs. Et ainsi, ils explosent tous étant complètement vides et il ne reste que leurs uniformes. Le monstre s'étant régalé descend de la jarre et se met à pousser d'énormes cris car il sent la puissance influer en lui et une métamorphose commence. Ainsi, ses bras qui étaient jusque-là squelettiques se voient enveloppés de la chair et tout le corps du monstre s'ensuit et se transforme complètement. Une queue squelettique qui n'est que l'extension de sa colonne vertébrale apparaît, lui donnant un air encore plus morbide. Son visage commence à se former et des cornes apparaissent aussi au-dessus de sa tête. Ainsi, le monstre qui n'était qu'un corps purifié se voit devenir une goule. En effet, il s'agit de l'évolution d'un corps purifié qui a accumulé de la haine durant 1000 ans et qui possède maintenant un corps indestructible et une compétence de vision qui peut détecter le statut spirituel des autres. Son corps a l'effet miraculeux d'allonger la vie et de renforcer l'aura spirituelle. La goule se pose ensuite des questions, se demandant qui elle est et pourquoi elle est devenue comme ça. Une goutte tombe ensuite sur sa main, semblant être une larme, mais il s'agit de la pluie qui commence à tomber. La goule se remémore d'anciens souvenirs où deux hommes la regardaient. À ce moment-là, c'était encore un humain. Il s'est fait traîner par les hommes et ensuite ces derniers lui ont planté d'énormes clous derrière ses coudes. Tout le monde se réjouissait ensuite de sa punition et derrière la foule se tenait une personne aux cheveux blancs. Cette même personne se réjouissait agréablement de la situation de la goule. Ainsi, aujourd'hui, il se souvient de tout et c'est pourquoi il est devenu ainsi. Énervé, il crie de colère avec le sentiment de vengeance ancré en lui. Les clous se mettent ensuite à agir et lui envoient d'énormes dégâts, l'empêchant d'utiliser sa puissance au maximum. La goule tombe ensuite à terre et il s'agit de clous de suppression spirituelle. Ce sont des objets utilisés jadis dans les villages pour éloigner les mauvais esprits, ainsi que pour sceller les démons. Un esprit bloqué par ces clous ne sera pas capable de faire du mal sans subir une punition. La goule sent ensuite quelque chose approcher. Elle active alors sa quadruple vision, qui est une compétence unique possédée par une goule, lui permettant de détecter l'âme et la couleur de l'aura de sa cible d'extrêmement loin. Ainsi, la goule augmente de plus en plus le champ de vision, dépassant le chantier pour se diriger en ville. Elle s'approche de plus en plus de sa cible, se demandant qui est-ce que ça pourrait bien être. Une fois la vision sur la ville, la goule perçoit Tang venir à toute vitesse, arborant un sourire fier depuis les airs. La goule ne sait pas qui c'est, mais ce dont elle est sûre, c'est que son instinct lui hurle quelque chose. En effet, celui-ci lui hurle de fuir le plus loin possible de ce monstre. Mais celle-ci a le corps engourdi et a à peine la force de marcher. Sa puissance semble être restreinte par les clous. Mais la goule ne peut pas s'effondrer ici. En effet, elle doit d'abord trouver cette personne qu'elle a vue dans ses souvenirs. Toute la douleur qu'elle a endurée toutes ces années, elle compte bien la lui rendre et faire souffrir son ennemi jusqu'au bout. Ainsi, la goule a qu'une seule chose en tête, tuer et rien d'autre. En effet, que ça lui prenne 1000 ans ou 10 000 ans, elle compte retrouver son ennemi pour se venger. C'est en avançant sans regarder autour d'elle, aveuglée par la vengeance, que la goule percute la moto de Zhuang, commettant ainsi l'accident de celle-ci.
Le monstre, heurté par la moto, reste immobile sur celle-ci. Il se demande s'il s'agit d'une embuscade et si quelqu'un tente de le capturer. Il voit ensuite Zhuang et pense que c'est elle qui l'a attaqué. Mais il remarque aussi qu'elle est grièvement blessée. Alors qu'il essaie de comprendre la situation, quelque chose passe au loin à une vitesse folle qu'elle émet une forte lumière. Il s'agit de Tang qu'il a déjà senti tout à l'heure. Mais dans son état, il ne fait pas le poids contre lui. Alors la goule se dit qu'elle n'a pas le choix. Zhuang, en levant la tête et en regardant devant elle, voit le monstre s'approcher de plus en plus. Elle pense halluciner, mais étant trop blessée, elle n'arrive pas à rester consciente et perd connaissance. Alors le monstre en profite et commence à transférer son âme dans le corps de Zhuang. Elle rentre par ses oreilles et se rapproche aussi de sa bouche. Alors, en passant par les orifices de la fille, le monstre disparaît petit à petit, prenant place en elle. Son corps est complètement submergé par ses étranges tentacules. Les clous qui bloquaient la puissance du monstre tombent par terre, car celui-ci change de corps, passant même par les blessures de la fille. Une fois dans son corps, il s'empare de son cœur et s'étend peu à peu partout. Il se mélange aussi à son sang, le métamorphosant complètement. Celui-ci n'a plus rien d'un sang humain. Les yeux de Zhuang s'ouvrent après que le transfert est réussi. Et bien évidemment, ces derniers montrent que c'est la goule qui est au contrôle. À côté, dans le chantier, il n'y a que les uniformes par terre. Tang y atterrit car c'est ici qu'il a senti le démon. Mais en regardant autour de lui, il comprend qu'il arrive trop tard. Il n'y a aucun signe de vie sur le chantier. Le démon a tué beaucoup de personnes en peu de temps. Alors Tang comprend qu'il doit le retrouver et vite. Sa ceinture se met à vibrer fortement. Et juste à côté du chantier, la goule maintenant debout s'éloigne de la moto de Zhuang. En effet, aujourd'hui, durant cette nuit, le destin d'une jeune fille innocente est bouleversé, car elle ne sera plus jamais celle qu'elle était avant, puisque son corps, maintenant appartenant à une autre entité, s'apprête à commettre les pires atrocités. Zhuang, maintenant debout, sans aucune égratignure, avec des cornes sur la tête, se met à marcher. Et à côté d'elle, un chat va du côté opposé. Les deux s'arrêtent et se regardent droit dans les yeux. En la voyant, le chat la fixe fortement, sentant qu'elle n'est pas normale. En effet, une fois que le chat la fixe, il arrive à percevoir la goule qui la possède. Celle-ci part ensuite sans rien dire. Le chat se retourne et avec un air humain dit avoir de la chance de tomber sur une goule alors qu'on en voit qu'environ une fois tous les 100 ans. Le chat commence ensuite à se métamorphoser pensant que c'est une goule faible. Alors il veut profiter de l'occasion. Il se jette alors sur la goule pour vérifier si les légendes sur elle sont vraies. S'approchant de plus en plus, il a aussi envie de la dévorer car cela boosterait son énergie spirituelle. Mais une fois assez proche d'elle, la goule se retourne et d'un simple geste avec son doigt lance une attaque. Le poteau derrière eux est coupé en même temps, montrant jusqu'où l'attaque est allée. Le chat n'a bien évidemment pas été épargné, même s'il est sous sa forme de combat. Il se rend compte alors que certes, l'énergie spirituelle de la goule est faible, mais elle reste très forte, alors d'un simple mouvement de doigt, elle l'a vaincu. Coupé en deux, le chat regrette de l'avoir attaqué. Il aurait dû continuer à jouer les chats modernes, au moins les humains lui donnaient de la nourriture. La goule de son côté sent que sa force est de retour. En effet, elle a réussi à se débarrasser des clous après avoir fusionné avec le corps de Zhuang. Elle compte alors trouver une foule pour tester son nouveau corps. Ainsi, elle s'accroupit pour plus d'élan et d'un coup de pied, elle saute dans les airs à une vitesse folle. Elle se met ensuite à voler dans les airs, se dirigeant vers la ville. Elle sent une grande ville juste devant elle. Elle s'y dirige donc pour aller voir. Une fois en ville, elle atterrit sur un gratte-ciel pour avoir une vue d'ensemble. Ainsi de là-haut, elle arrive à voir tout le monde marcher dans les rues et observe le comportement de chaque personne dans la foule. Voyant tout ça, elle se demande combien de temps est-ce qu'elle a été scellée dans cette urne, car maintenant il y a tant d'immenses bâtiments et les gens sont habillés indécemment. Mais ces gens doivent être les descendants de ses ennemis. Alors énervée, elle s'apprête à se venger sur eux, voulant tous les décimer jusqu'au dernier. Ainsi,
elle commence à absorber l'âme des gens. Et toute la ville entière voit leurs âmes quitter leur corps pour se diriger tous au même endroit. La goule commence alors à ingérer encore plus d'âmes qu'elle ne l'a fait dans le chantier, volant les âmes d'une ville entière. L'état d'urgence est signalé dans toute la ville entière au vu du niveau du danger. Au loin, dans une salle, une personne semblant être une femme, mais on n'est pas sûr qui fait partie des hautes instances s'y trouve. En effet, il s'agit de la salle de la Société du Spectre. Et il s'agit bien d'une femme qui s'y trouve. Devant elle, il y a un tableau qui représente toute la ville entière. Elle vient à peine d'être nominée et elle se voit déjà avoir un problème d'une telle ampleur à gérer. Elle s'appelle Han Long-Kui et elle fait partie de la Société du Spectre. Celle-ci est énervée car cette mission a été attribuée à Tang. Elle se demande où est-ce qu'il est, mais au vu de sa position, il risque de ne pas être de retour à temps. Alors elle n'a pas le choix. Elle doit appeler quelqu'un d'un certain monde ici. Une femme arrive ensuite inquiète de la situation. Elle vient donner son rapport à sa supérieure. En effet, les chiffres indiquent que les gens dans le quartier de Lanshan vont mourir d'ici 3 minutes. Et le chasseur de rang A aux environs est Tang. Et lui ont déjà envoyé les coordonnées. Mais d'où il est actuellement, la femme a peur que elle se fait couper par Han, qui lui dit d'informer le département pénitentiaire afin de contacter la salle des gardiens et de leur envoyer les coordonnées pour qu'ils envoient 2 gardiens sur place. La fille semble inquiète en entendant parler des gardiens car elle sait que si sa supérieure les appelle, ce n'est pas pour rien. Dehors, la goule continue d'aspirer les âmes des gens quand soudain, elle se fait interrompre par un seau qui apparaît derrière elle qui ne présage rien de bon. Une lumière rouge sort du seau et une silhouette apparaît devant la goule. En voyant celle-ci, les personnes arrivées s'étonnent qu'il n'y ait qu'un seul démon. En effet, il s'agit de 2 gardiens qui trouvent que les humains s'inquiètent un peu trop pour les envoyer ici. L'un d'eux dit à l'autre de faire attention car d'après les données humaines, leur cible est une goule. Celui-ci n'en a pas rencontré depuis des centaines d'années et celle-ci est une femelle. Alors il dit à l'autre que ça ne va pas être facile. Le plus grand dit au 3e ancien qu'il va la jauger en premier. Alors il saute à toute vitesse vers la goule, s'apprêtant à attaquer. Mais une fois qu'il se rapproche d'elle, celle-ci arbore un sourire démoniaque et ne compte pas se laisser faire. Son sceau a une telle puissance qu'il détruit les choses autour. Et c'est avec cette même puissance qu'elle met un gros coup de genou dans le visage du gardien. Celui-ci se fait éjecter vers là où il vient, passant à côté de son ami pour finir dans les grillages qui le retiennent pour ne pas qu'il tombe dans le vide. Après s'être débarrassé du premier gardien, la goule compte maintenant s'occuper du 2e. Elle dit à celui-ci qu'il a l'air d'être bien plus fort que l'autre, mais soudainement elle recule de plusieurs mètres de son ennemi et commence à utiliser son pouvoir d'absorption d'âme car elle sait qu'elle en aura besoin pour tuer son ennemi. Ainsi, elle commence à absorber encore plus d'âmes que tout à l'heure et un tourbillon énorme composé des âmes des habitants se fait absorber par la goule. Après ça, un œil s'ouvre doucement. Voyant le tourbillon, la personne se demande d'où vient toute cette lumière et est-ce que ce sont des feux d'artifice. Il s'agit de Zhuang qui a réussi à prendre le contrôle et se demande pourquoi est-ce qu'elle n'arrive pas à bouger et pourquoi est-ce qu'elle a chaud. En effet, elle a réussi à prendre le contrôle d'une partie de son corps et ne comprend pas ce qui se passe. La goule aussi est étonnée de voir qu'elle est toujours consciente. Zhuang essaie de bouger la tête mais n'y arrive pas. Et la goule qui est enfin libre et en pleine possession de sa force se retrouve maintenant emprisonnée dans une nouvelle prison. Le 3e ancien se demande pourquoi est-ce qu'elle a recraché toutes les âmes et ce qu'elle compte faire. Il demande l'analyse du 7e ancien. Celui-ci, adossé contre le grillage, pense en se basant sur le coup qu'il a reçu de la goule que sa vitesse et sa puissance sont de rang A. Le 3e ancien pense que la vitesse de la goule ne vaut pas celle du 7e. Et pour ce qui est de sa défense, il compte la tester maintenant. Alors celui-ci s'apprête à dégainer son sabre. Du côté de la goule, sentant la puissance du 3e ancien, elle a besoin d'âmes pour rivaliser. Alors elle compte tuer tout ce qui se met en travers de son chemin. Elle dit à Zhuang de dégager et reprend le contrôle. Mais elle n'a pas le temps de fuir car elle se fait emprisonner dans la glace du 3e ancien, ne pouvant plus bouger. Celui-ci regarde comment est-ce qu'elle va réagir pour voir si elle va réussir à s'en dégager. Alors c'est sans surprise que la goule détruit la prison de glace sans effort. Énervée, elle ne compte laisser personne l'arrêter. Le 3e ancien recule
sans l'attaquer car c'est pour laisser la place au 7e ancien qui va attaquer de derrière. Ainsi, il met un énorme coup à la goule qui ne s'y attendait pas. Maintenant projeté vers le 3e ancien, celui-ci prépare son attaque et fait apparaître plusieurs pics depuis les airs au-dessus de la goule. Celle-ci sent que cette attaque est redoutable, mais elle ne peut pas y échapper car elle se fait envelopper d'encre pour l'immobiliser, permettant aux pics de la tuer. Ainsi, tous les pics d'encre énormes s'abattent sur la goule pour la châtier pour ses crimes. Mais elle n'a pas dit son dernier mot. Après cette attaque, le gardien se rend compte de la puissance de la goule car sa défense est de rang A+, et la résistance d'une goule est à la hauteur de sa réputation. En effet, celle-ci en est ressortie indemne et trouve les capacités des gardiens médiocres. Est-ce qu'ils pensent vraiment pouvoir battre la goule comme ça? Mais alors que celle-ci s'apprêtait à attaquer à son tour, le 3e ancien s'adresse au 7e. Et celui-ci lui dit que les préparatifs sont terminés. En effet, le saut est prêt. Alors la goule se voit dans la capacité de bouger car elle est déjà prise dans le saut du gardien, double saut céleste et terrestre. Alors prise au piège, la goule perd de plus en plus connaissance et tombe sur ses genoux étant affaiblie par le saut. Mais le 7e ancien ne peut la sceller que 2 minutes. Il a entendu dire que seuls ceux qui ont commis des crimes atroces ou qui vouent une haine immense se transforment en goule après des centaines d'années. Alors il se demande ce qu'a bien pu vivre cette personne durant sa vie pour être désormais si puissante. Le 3e pense que ça doit faire au moins 1000 ans qu'elle ressasse sa colère pour que même les 12 sauts terrestres ne la restreignent que 2 minutes. Alors cela va être problématique car elle n'est plus consciente mais elle est passée en hibernation défensive pour se protéger. Et vu leur puissance offensive actuelle, il est impossible de la battre. En effet, cette compétence de protection est spécifique aux ghouls. Après activation, leur corps devient incroyablement solide et résistant. Dans une situation critique avec perte de connaissance, cette protection s'active automatiquement pour former une carapace défensive, laissant la goule dans un état presque invulnérable. Une personne demande ensuite au 3e ancien comment ça se passe. Celui-ci dit au vaisseau qui se trouve derrière lui que la goule a relâché les âmes humaines mais ce n'est pas à cause d'eux. Alors la personne dans le vaisseau lui demande combien de temps faudra-t-il pour qu'elle réintègre leur corps. Le 3e ancien lui répond que d'après la situation, elles n'y arriveront pas. Ils ont actuellement restreint la goule mais sans la tuer. Mais les âmes ne rejoindront pas leur corps. La goule a activé son hibernation protectrice, alors ils sont dans la capacité de la tuer avant le lever de leur saut. Ils continuent, disant qu'ils ne peuvent la garder sous contrôle que 2 minutes. Une fois ce temps écoulé, peut-être qu'ils seront capables de la vaincre. Mais ça risque de prendre du temps. Et ils savent tout ce qui arrive aux âmes qui restent trop longtemps éloignées de leur corps. La personne dans le vaisseau est Han, qui n'est pas rassurée de la prendre. Elle demande au gardien s'il n'y a vraiment pas d'autre solution. Celui-ci lui dit qu'il en a une. Han veut savoir laquelle c'est. Alors le 3e ancien lui dit que la seule solution est l'exil. Entendant ça, Han est choqué que ce soit la seule solution. La fille derrière elle a entendu dire que leur quartier général possédait un sceau de jade mystérieux. Beaucoup de démons des temps anciens y auraient été scellés. C'est ce qui aurait permis à l'humanité de rester en position de force. En effet, elle parle du 3e monde, celui où les démons y vivent exclus du monde humain. Mais il faut en référer à la direction pour pouvoir l'utiliser contre la goule. Sans leur accord, même un commandant n'en a pas le droit. Mais Han n'hésite pas à dire aux gardiens de procéder à l'exil. Cela inquiète la fille qui lui dit qu'ils n'ont pas encore informé les supérieurs. Mais des vies sont en jeu, ils n'ont pas le temps. Alors Han décide d'en prendre la responsabilité. Le 3e ancien a besoin d'une confirmation. Alors il repose la question à Han et celle-ci sans hésitation lui dit de procéder à l'exil. Le gardien commence avec des signes de main. Une forte lumière apparaît sous ses pieds et tout autour de lui. Il prononce des mots inconnus nécessaires pour le sort et une lumière sort depuis son doigt et part jusqu'au ciel. Ainsi dans le ciel, un trou se forme dans les nuages, laissant sortir la lumière et une personne arrive en volant au loin et voit ce qui se passe. Il s'agit de Tang qui voit grâce à son compas qu'une calamité comme sur la zone de chantier vient d'apparaître
et c'est dans la même direction. Les fils rouges le mènent tous au toit du bâtiment où est la goule. Alors il sait que ce n'est pas une coïncidence. Il va alors devoir faire face à cette menace. Un tourbillon se forme dans le ciel, laissant sortir une lumière alors qu'il n'y a que des nuages gris autour. De cette lumière sort un bout de tête assez étrange. Il s'agit d'un énorme dragon qui fait office de porte vers le monde fantien. En effet, une fois sa tête complètement sortie, il envoie un tunnel de lumière vers le toit. Celui-ci s'abat sur la goule immobilisée et commence à détruire sa protection pour ensuite l'élever vers la porte. Mais alors que la goule se rapproche de plus en plus, les fils rouges se dirigent vers elle. Il s'agit bien des fils qui indiquent qu'une personne est atteinte d'un mauvais augure. Ces fils préviennent du compas de Tang qui comprend que le démon est très puissant puisque les anciens précèdent à une exil. Mais il ne comprend pas pourquoi est-ce que le démon est porteur d'un mauvais augure. Mais en regardant bien le corps de celui-ci, il a une impression de déjà-vu. Il se rappelle alors de la fille qu'il a croisée en moto tout à l'heure. Il a eu le temps de la regarder avant qu'elle ne s'éloigne. Alors maintenant, il se rappelle parfaitement de qui c'était. Pour mieux comprendre les choses, il active l'œil de l'au-delà. Et en scannant son corps, il voit qu'il y a une âme humaine qui a fusionné avec celle d'un démon. Ce qui veut dire que c'est une demi-humaine. Il décide alors de la suivre dans le monde des démons et cela l'excite. Car c'est une chance unique. Car non seulement il va voir un cas particulier, mais en plus il va pouvoir aller s'amuser dans le monde fantien. Madame Long et les anciens sont choqués de voir Tang faire ça. Et celui-ci est comme un enfant qui vient de recevoir son meilleur cadeau de Noël. Alors, après que la goule ait pénétré dans le monde des démons à travers la bouche du dragon, c'est au tour de Tang de faire de même. À minuit 42, la première partie de son corps a traversé le portail. À minuit 1 et 48 secondes, il ne restait que son pied. À minuit 2 et 9 secondes, tout son corps a disparu. À minuit 3 et 37 secondes, le portail apparaît dans le monde fantien. Et à minuit 4 et 52 secondes, le bout de sa main apparaît dans le monde des démons. Maintenant, il est complètement dedans. La seconde de Madame Long lui demande s'il est en mesure de demander aux gardiens de relâcher Tang. Mais la technique secrète des gardiens est conçue pour bannir les démons. Il n'y a pas de retour possible de cet endroit. Jamais un humain n'y était entré. Elle n'a aucune idée des répercussions que ça peut avoir. Mais s'il parvient à revenir en vie, elle le tuerait de ses propres mains, car ce morveux ne l'a jamais écouté. Cela inquiète sa seconde, car elle s'inquiète pour lui. Mais elle remarque soudain quelque chose. Alors que sa commandante est en train de s'énerver toute seule dans son coin, elle remarque quelque chose qui l'interpelle. Voici Fantien, le monde au revers des cieux, là où les démons vivent. L'un d'eux remarque que la porte est ouverte pendant que les petits démons en dévorent un gros. Le démon en est content car il a attendu ce jour depuis longtemps. Alors il n'hésite pas à se diriger vers la porte parce qu'il se sent prêt. Car il a chassé au moins 3 démons chaque jour durant ces dernières années. Tout ça pour se préparer à ce moment. Une fois sorti d'ici, il commencera par détruire une ville. Puis il réglera les choses avec les chasseurs. Alors celui-ci s'apprête à passer à travers la porte. Mais quand il tend la main vers celle-ci, il se voit prendre feu et se fait complètement désintégrer par la forte lumière produite par la porte. Il ne reste que son œil et son squelette. Il se rend compte que même en étant loin, le sceau a une puissance destructrice incroyable. Heureusement pour lui, il peut retrouver sa forme complète du moment qu'il lui reste au moins un organe intact. S'il a échoué cette fois, il continuera simplement à s'entraîner et réussira bien un jour avec cette capacité. En effet, il rêve d'être le premier démon à s'échapper de cet enfer. Et au même moment, son œil percute la joue d'une personne. Il s'agit de Tang qui vient d'entrer dans le monde des démons et qui l'écrase sans se soucier de ce que c'est. Celui-ci atterrit fortement et il est dégoûté de ce qu'il vient de toucher, pensant qu'il s'agit d'un insecte.
Alors maintenant à Fontian, il va commencer par chercher Zhuang. En regardant autour de lui, il ne la voit pas. Il pense alors qu'elle se serait enfuie et cela l'énerve. Soudain, une bête énorme apparaît derrière lui et menace sa vie. La bête voulait voir quelle pauvre créature venait de se faire exiler, mais celle-ci ne s'attendait pas à trouver un humain. Le démon est content car cela fait une éternité qu'il n'a pas mangé et il aime cette odeur qui le rend nostalgique. Mais malheureusement pour lui, il ne sait pas sur qui il est tombé car au lieu d'avoir peur, Tang arbore un sourire fier parce qu'il sait qu'il va pouvoir trouver la fille plus facilement. Au loin, allongé au sol, les motifs du démon et ses cornes disparaissent. Celle-ci se réveille et la première chose à laquelle elle pense c'est sa livraison. Mais en regardant autour d'elle, elle ne reconnaît pas l'endroit. Elle se demande où est-ce qu'elle est. Tout ce dont elle se souvient, c'est qu'elle faisait une livraison quand elle a heurté quelque chose. Et elle s'est évanouie et elle croit s'être réveillée et avoir aperçu des feux d'artifice. Mais en se rappelant de son accident, elle constate qu'elle n'a aucune trace de blessure. Et pendant qu'elle se demande qui l'a emmenée ici, un démon lézard au motif étrange sur le dos la regarde d'en haut. Pensant qu'elle est au quartier Lanshan, Zhuang ne se souvient pas qu'il y avait un tel endroit à Lanshan. Soudain, le démon qui l'a regardé se jette sur elle et ouvre son énorme gueule pour la dévorer. Du côté du démon phacochère, celui-ci se retrouve à servir de guide à Tang. En effet, il a été tabassé par celui-ci qui est beaucoup plus fort. Alors maintenant, en tant que serviteur, le démon lui dit qu'il ne pense pas trouver un humain ici. D'après ce que Tang lui a dit, elle pourrait être considérée comme humaine, ce qui signifie qu'une horde de démons l'a sûrement déjà dévorée. Mais ce qui inquiète le plus le démon, c'est que eux-mêmes sont poursuivis par une horde de démons qui veulent tous dévorer Tang. Celui-ci dit au phacochère de ne pas s'en inquiéter. Alors, arborant toujours le même sourire, il lui dit qu'ils vont s'en sortir, ayant confiance en ses compétences. De son côté, Zhuang n'a pas encore remarqué le démon qui approche sa gueule de plus en plus. Mais une fois que celui-ci est trop proche, Zhuang se baisse instinctivement pour éviter de se faire manger. Alors, d'un bond rapide, elle s'éloigne du monstre avec une agilité étonnante. En effet, celle-ci se demande comment est-ce qu'elle a fait ça. Elle a l'impression d'être enveloppée dans quelque chose. Ainsi, en se retournant, elle voit le démon salamandre la fixer avec un sourire malsain. Mais en le voyant, la réaction de Zhuang est de dire qu'il est immonde. Cela touche l'estime de soi de la salamandre. Mais en réalisant que ce monstre vient d'essayer de la manger, Zhuang court pour s'échapper, mais la salamandre la poursuivant se met devant elle pour la bloquer. Zhuang tombe étonnamment à terre. Son regard devient vide, ses paupières deviennent lourdes et des motifs apparaissent dans ses yeux. La salamandre utilise ses marques similaires à des yeux dans son dos qui peuvent créer des illusions pour pousser sa victime à se remémorer les pires passages de sa vie, lui faisant perdre toute capacité de lutter. Alors Zhuang ne bouge plus et se plonge dans ses souvenirs. Elle se rappelle de la première fois qu'elle a pleuré. C'était après être tombée de vélo. Sa mère essayait alors de la calmer, lui disant que c'est la faute de son père qui ne l'a pas correctement tenue. Ce dernier se montre rassurant aussi, lui disant qu'elle est allée plus loin que la dernière fois. Entendant ces mots, sa mère lui dit qu'il ne doit vraiment pas assez l'aimer pour lui dire ça. Ce à quoi il répond qu'il y a différentes manières de montrer son amour. Et puisqu'un jour viendra où la petite devra se débrouiller toute seule, il veut l'endurcir. Il continue disant que Zhuang est son trésor le plus précieux et que personne ne l'aime plus que lui. Alors sa femme rétorque en lui disant qu'il insinue qu'elle passe après et rajoute que c'est elle qui l'aime le plus. Alors voyant ses parents se chamailler pour savoir qui aime le plus Zhuang, celle-ci s'arrête de pleurer. Ne pouvant pas s'empêcher, la petite explose de rire. Mais ensuite, peu après, son père est tombé malade. Alors ce jour-là à l'hôpital, avec sa mère, a été la deuxième fois que Zhuang a pleuré. Sa mère est devenue la source de revenus du foyer, alors elle travaillait dur le jour pour payer les frais de soins et s'occuper de son mari la nuit avec sa fille. 3 ans plus tard, son père allait mieux et pouvait de nouveau travailler. Alors sa mère n'avait plus besoin de bosser dur. Ce jour-là, contrairement à sa mère, elle n'a pas pleuré parce qu'elle voulait montrer à ses parents qu'elle avait grandi, qu'elle était forte
forte et qu'elle pouvait être leur rempart à eux plus tard. Mais son père a rechuté une nouvelle fois. Et cette fois-ci, sa mère, si forte et si joyeuse, avait perdu la capacité de sourire. Quand elle a de nouveau souri, c'était après avoir rencontré un nouvel homme. Alors ce jour-là, la mère de Zhuang lui a dit de venir avec elle car à ce rythme, elles vont toutes les deux mourir de fatigue à cause de son père. Mais elle a refusé d'abandonner son père car celui-ci a besoin d'elle. Alors, voyant sa mère partir avec un autre homme, elle a supplié son père en pleurant de lui dire de rester. Alors ce jour-là, au pied de son père, presque sans vie, elle a pleuré pour la troisième fois. Un an après que sa mère soit partie, son père est décédé. Alors ce jour-là, Zhuang a pleuré pour la dernière fois. Depuis ce jour, elle déteste sa mère car elle n'est même pas venue aux funérailles de son père. Mais heureusement, il avait beaucoup de frères et sœurs qui ont accepté d'héberger Zhuang. Après avoir vécu chez différentes personnes de sa famille durant un an, elle a découvert que ceux qui la traitaient bien ne l'aimaient pas. Après discussion, ils ont décidé de la renvoyer chez sa mère. Mais quand elles se sont revues, sa mère lui a dit quelque chose qu'elle n'oubliera jamais de toute sa vie. Avant de rejoindre sa mère, Zhuang a appris que l'entreprise de son conjoint avait fait faillite et qu'ils avaient dû déménager à la campagne pour échapper à leurs dettes. Sa mère paraissait plus maigre et plus fragile qu'avant, ce qui montre qu'elle a dû souffrir. En la voyant ainsi, toute sa haine envers elle s'est envolée car sa mère lui avait manqué. Elle n'espérait rien de grandiose. Tout ce qu'elle voulait, c'était que sa mère lui dise qu'elle regrette de les avoir laissés, la voir pleurer et prendre Zhuang dans ses bras. Mais à son grand malheur, sa mère lui a dit qu'une seule chose: va-t'en. Je n'ai pas d'argent à te donner. Ces mots ont été comme un poignard planté dans le cœur et Zhuang ne s'y attendait pas. Après ces mots, un masque est apparu sur le visage de sa mère car ces mots tel un couteau est venu couper un lien maternel. Alors depuis ce jour, elle ne se souvenait plus du visage de sa mère. Celle-ci étant devenue une inconnue, lui tourna le dos et s'en alla, laissant Zhuang définitivement toute seule, ne pouvant plus compter que sur elle-même. Après ce poignard dans le cœur, Zhuang avait beau être envahie par la douleur et la tristesse, elle était incapable de pleurer. Seule une douleur se faisait ressentir et la seule chose dans son cœur était cette douleur aiguë. Elle a alors compris que dans le monde des adultes, il y avait une seule chose plus importante que l'amitié ou l'amour. Cette chose-là est l'argent. C'est pourquoi, à partir de ce jour, elle a décidé qu'elle travaillerait dur et gagnerait beaucoup d'argent et qu'un jour, elle fera regretter à sa mère de les avoir abandonnés. Elle a juré de ne plus jamais pleurer à partir de ce jour. Quand elle a commencé à travailler à 15 ans, elle était déjà assez aguerrie. Si c'était dans le but de gagner de l'argent, elle pouvait bien ignorer le regard de sa famille quand elle lui demandait de l'héberger. Elle a même appris à se défendre face aux pervers qui se croient tout permis. Elle travaille souvent plus de 10 heures par jour, ne mangeant pas plus qu'un bout de pain et quel que soit son état de fatigue, voir son relevé de compte la rendait heureuse. Pourtant, est-ce que ça valait le coup? Car si elle économise beaucoup d'argent et qu'elle lui fait regretter, quelle serait la suite? Eh ben, la suite serait qu'elle se retrouverait toujours toute seule, sans famille, sans amis et sans rêve. Alors, face au pouvoir de cette salamandre, Zhuang se demande quelle est sa raison de vivre et si elle disparaît de ce monde, qui s'en souciera? Alors, le visage rempli de chaudes larmes qui n'avaient pas coulé depuis des années, elle se rend compte que tout le monde se fiche qu'elle soit en vie. Alors qu'elle avait abandonné après ce constat, laissant le monstre se rapprocher de plus en plus d'elle avec sa grande gueule ouverte, un coup de poing sort de nulle part pour venir lui donner de l'espoir. Alors Tang, maintenant sur place, vient chasser les mauvaises pensées de Zhuang pour lui redonner espoir. Celle-ci, étonnée de voir que quelqu'un s'est soucié de ce qui allait lui arriver, perçoit le soleil qui est venu chasser la nuit douloureuse, obscure et longue qui a duré des années, en lui disant qu'il est content qu'elle soit en vie. Alors cette phrase vient effacer celle que sa mère lui avait dite.
En effet, Tang est venu la sauver. C'est avec ces mots qu'il enlève les larmes de douleur et de chagrin sur le visage de Zhuang pour faire couler des nouvelles larmes, mais cette fois-ci de joie. Alors celle-ci se laisse submerger par cette joie de se sentir importante aux yeux d'une personne, enlevant le fardeau de solitude qu'elle portait jusqu'à maintenant. Mais Tang ne comprend pas pourquoi est-ce qu'elle continue de pleurer. Et pendant ce temps, le phacochère essaye de fuir discrètement. La porte qui mène au monde des humains commence à se refermer. Tang le remarque et sait qu'il est temps d'y aller. Il interpelle alors le phacochère qui croyait être discret pour lui demander combien de temps est-ce que la porte reste ouverte d'habitude. Celui-ci en sueur lui dit environ 5 minutes. Alors Tang est content car cela lui laisse encore 2 minutes pour s'amuser. En se retournant, il se fait à son tour piéger par l'illusion de la salamandre. Voyant ça, le phacochère est content car Tang va enfin se faire tuer puisqu'il est maintenant inoffensif. Mais alors que la salamandre s'apprêtait à le manger, pensant que Tang est plongé dans une illusion qui le fait revivre ses moments les plus douloureux et terrifiants, il se prend une gifle par celui-ci qui lui demande à quoi il joue. Il se prend ensuite un coup de poing car Tang n'a pas aimé qu'il souffle devant sa tête. C'est dégoûtant. Le phacochère est choqué car cela voudrait dire qu'il n'a aucun souvenir douloureux, pas un seul. Soudain, Tang entend des bruits venant de loin. Alors il se retourne et voit une troupe entière de monstres qui se dirigent vers eux, prêtes à les dévorer. Il dit à Zhuang de rester derrière lui et de ne surtout pas bouger. En effet, il est temps pour lui de s'amuser. Il active alors un étrange pouvoir qui commence par recouvrir le dos de sa main, puis ensuite s'étend jusqu'à son épaule pour finir par recouvrir tout son visage, laissant sortir une lumière extrêmement forte. Le coup qu'il s'apprête à lancer ferait bien trop de dégâts pour être utilisé dans le monde des humains. Mais ici, il peut faire ce qu'il veut. Alors, il libère une rune de type foudre. C'est l'une des 4 runes de Tang. À l'activation, il entre dans un état couplé à la foudre lui permettant d'utiliser différentes attaques à base de cet élément. Il fait alors apparaître 3 boules chargées en électricité sur ses doigts et les tire tous en même temps sur les monstres. Les 3 boules se dirigent tous vers un seul et même monstre, fusionnent entre eux et l'électrocutent en même temps. Ce même monstre partage ensuite cette électricité avec tous ceux qui sont derrière lui. Ils viennent de subir le triple éclair glacé. Euphorie, une attaque tellement puissante qu'elle recouvre toute la zone. Alors tous les monstres, que ce soit ceux par terre ou ceux qui étaient en l'air, ont été neutralisés en un seul coup. Maintenant fait, Tang enlève sa capacité. Il se tourne vers Zhuang avec un sourire bienveillant lui disant de rentrer. Celle-ci bouche bée a des airs d'enfant qui a besoin d'aide. Cela n'empêche pas à Tang qui dit la trouver mignonne maintenant qu'il la voit de plus près. Mais le temps n'est pas à la drague. Il prend Zhuang sur ses bras et lui dit de bien s'accrocher. Il va maintenant utiliser son pouvoir lié au vent en l'activant. Et ainsi, il peut voler avec la fille dans les bras pour sortir du monde des démons. Mais une fois qu'ils sont presque arrivés à la porte, Zhuang regarde en bas et commence à paniquer ayant le vertige. Le phacochère, voyant Tang utiliser une technique de vent d'un simple coup de pied au sol, est impressionné. En effet, normalement ceux ayant pratiqué le secret du taoïsme rassemblent leur énergie spirituelle dans des runes leur permettant d'activer leur technique. Alors maîtriser une seule compétence runique est déjà impressionnant. Mais Tang a utilisé une technique de foudre et une de vent qui sont tous deux éléments différents. Et en plus, il n'a même pas eu besoin de runes pour activer son sort. Alors, voyant tout ça, le phacochère se demande si celui-ci qui est en train de se faire étrangler par celle qui l'a sauvé est un prodige. Au loin, de mystérieuses personnes les observent dans le noir. L'une d'elles demande si elle doit se renseigner sur Tang, mais son supérieur lui dit que c'est inutile. Il affirme que personne n'est autorisé à s'éloigner de leur seigneur. En effet, derrière lui se trouvent 2 personnes qui gardent une entrée et au fond de la grotte se trouve une lumière assez étrange. Cette lumière est produite par une sorte d'œuf dans de la cire. Et dans celui-ci se trouve un corps sans tête qui semble être fossilisé depuis des années. Dans la porte, la tête du dragon apparaît pour maintenir l'ouverture afin de les laisser revenir chez eux. Et du côté de la commandante, son adjoint lui dit que Tang est là. Alors, une main qui semble héroïque sort du portail. Mais celle-ci est celle d'une personne qui demande de l'aide car elle est en train de se faire tuer par sa propre rescapée.
Mais soudain, Zhuang sent une sensation étrange. Alors soudainement, son œil commence à être envahi par la noirceur de la goule. Ils viennent tout juste de sortir de la gueule du dragon et une fois qu'il s'en éloigne, celui-ci remet sa tête dans le portail et disparaît. Alors le portail vers le monde des démons est fermé. Une fois loin de lui, il atterrit sur le toit où sont les gardiens. Le troisième ancien commence à le disputer, car ce n'était pas facile d'exiler la goule. Alors il lui demande pourquoi est-ce qu'il l'a ramené. Tang est frustré aussi, car il ne comprend pas pourquoi est-ce qu'il se fait engueuler alors qu'il leur a rendu service. Mais en regardant la fille, il voit quelque chose d'anormal. En effet, celle-ci se transforme en goule et n'est plus celle qui l'a sauvée. Mais ce n'est pas un problème pour Tang, car d'une seule claque sur le visage, il casse le masque de la goule, l'assommant ainsi par la même occasion. Alors celle-ci est complètement inconsciente. Le gardien en est impressionné car ils ont eu du mal à contenir la goule et Tang l'a assommée en un seul coup. Celui-ci dit au gardien de bien la regarder maintenant, montrant qu'elle est humaine. Mais même si elle émet l'énergie d'une humaine, elle est clairement une goule. Voyant que la situation est sous contrôle, le troisième ancien dit au septième de s'en aller car ils n'ont plus rien à faire ici. En entrant dans le portail, il se demande comment est-ce que Tang a su qu'elle était humaine. Le troisième ancien présume qu'il s'agit d'une technique secrète de taoïsme qui permet de visualiser les âmes des créatures vivantes que Tang aurait utilisées. Alors s'il est parvenu à maîtriser une telle technique aussi jeune, le troisième ancien est sûr que ce n'est pas n'importe qui. Ainsi, ils disparaissent dans le portail. De son côté, Tang panique et ne sait pas quoi faire avec la fille. Derrière lui, une voix familière le fait sursauter car il s'agit de sa supérieure. Celle-ci lui dit qu'il a 3 minutes pour rentrer au quartier général et il sait ce qui arrivera s'il ne le fait pas. Celui-ci dit à Madame Long qu'il arrive tout de suite et qu'il fera aussi son rapport pour le lui donner. Zhuang, maintenant inconsciente, est ramenée dans le vaisseau pour des analyses. Elle se retrouve alors sur une table enchaînée avec des scientifiques autour qui analysent ses ondes cérébrales qui sont anormales, sa pression sanguine est normale et sa pulsation cardiaque est normale aussi. Alors qu'elle est inconsciente sous les machines des scientifiques, dehors à travers la vitre, 4 personnes la regardent. L'un d'eux est un homme qui annonce que les âmes qui ont été enlevées à la population ont toutes réintégré leur corps. Heureusement, la goule a été maîtrisée à temps, ce qui a permis d'éviter les victimes dans cette partie de la ville. Mais malheureusement, plus d'une centaine de personnes ont perdu la vie dans la zone de construction. Après avoir fait son rapport, Madame Long lui dit de partir. Ce qu'elle a retenu de tout ça, c'est qu'il y a plus de 100 décès. Énervée, elle s'en prend à Tang car tous ces morts sont sous sa responsabilité puisqu'il a accepté la mission, même si celui-ci a essayé de faire de son mieux. Elle reconnaît quand même que les conséquences auraient été désastreuses s'il n'avait pas accepté la mission, mais qu'il n'espère pas qu'elle va le pardonner juste pour ça. Celui-ci se justifie disant qu'à la base c'était une mission de rang A, mais au vu de ce qui s'est passé, elle aurait dû être de rang S. Il continue disant qu'il a couru vers le lieu indiqué dès qu'il a accepté la mission, mais la goule l'a détecté et a fui. Alors il suppose qu'elle a dû rencontrer Zhuang en s'échappant, mais ne sait pas pourquoi elle a été possédée. Il continue en ajoutant qu'il y a quelque chose d'étrange. En effet, pourquoi est-ce que les gardiens n'ont pas remarqué qu'elle était à moitié humaine? Vu leur force, ils auraient dû le ressentir d'après son énergie spirituelle. Heureusement qu'il a son œil de l'au-delà. Sans lui, cette fille serait exilée. Il se vante disant qu'il n'est pas le champion des chasseurs de démons dans cette ville pour rien. Mais maintenant, qu'elle soit démon ou humaine, c'est aux scientifiques médecins de le déterminer. Ces derniers n'arrivent pas à prélever le sang de Zhuang car même la plus grosse des seringues n'y arrive pas. Alors l'un d'eux emploie les grands moyens puisque rien ne fonctionne. Ainsi, ils ont réussi à prélever du sang. Le docteur dit à Madame Long qu'à part les ondes cérébrales, le reste semble humain. Il lui demande si elle souhaite visualiser l'analyse de l'échantillon de sang en temps réel. Celle-ci veut bien. Alors, il projette ce qu'il voit pour permettre à Tang et à Madame Long de voir ce qui se passe. Mais pour l'instant, le sang ne paraît pas différent du sang humain. Mais soudain, quelque chose d'assez étrange se passe, comme la couleur du sang qui change complètement. Les scientifiques n'en reviennent pas. Le sang brise même le verre sur lequel il était posé. L'écran se met à son tour à bugger et s'éteint complètement. Madame Long demande alors au scientifique de lui dire ce qui se passe dedans. Celui-ci est à terre et dit à Madame Long que le sang a muté. Il présume que c'est parce qu'il a quitté son corps depuis longtemps. Madame Long lui dit de projeter immédiatement ce qu'il voit. Celle-ci voit alors que toute la machine est complètement bousillée avec seulement une goutte de sang. Voyant cet événement extraordinaire, elle demande à voir l'analyse des ondes
cérébrale. Le scientifique lui dit alors que la plupart des données sont normales, mais certaines activités pourraient être attribuées à la présence de la goule. En déchiffrant avec l'analyse de l'échantillon de sang, le premier verdict est que la fille est consciente et a le contrôle. Son corps est celui d'une personne. Mais si la goule prend le dessus, des changements se produiront sur celle-ci et elle se transformera en démon. Pour conclure, il annonce à Madame Long qu'ils ont affaire à une âme fusionnée dans un corps partagé. Tang comprend alors la raison pour laquelle les gardiens n'ont pas réussi à détecter qu'elle était humaine. Alors ce n'est pas une possession mais bel et bien une fusion. Mais alors qu'il se retourne pour demander à Madame Long comment est-ce que cela est-il possible, celle-ci le regarde avec un sourire assez étrange. Alors Tang lui dit qu'elle peut le taper ou le gronder, mais il ne veut surtout pas voir ce sourire. Plus tard, Madame Long partage son sentiment par rapport à Zhuang qui a du sang très puissant. Alors elle est tout aussi étonnée de voir que Tang l'ait assommé avec une simple claque. Celui-ci lui dit d'arrêter de parler avec cet air-là. Elle rappelle à Tang que Zhuang a fusionné avec un démon et le problème est que la compagnie du spectre n'autorise pas la présence de démons et en plus, il s'agit d'une bombe à retardement de rang S. Les règles précisent bien que les démons doivent être retenus dans le monde des gardiens, mais Zhuang est à moitié humaine. Ayant compris ce que sa supérieure veut dire par tout ça, Tang commence à paniquer. En effet, il a très bien compris. Avant qu'une décision ne soit prise sur son cas, Madame Long pense que le mieux est de lui confier Zhuang. Mais Tang a promis avant de quitter les montagnes à son maître qu'il n'aurait aucune relation avec une femme, même pas vivre avec. Avec son sourire agacé, Madame Long lui demande s'il veut que ce soit elle qui s'en occupe et lui rappelle que c'est elle qui décide s'il peut continuer à rester ici ou non. Elle lui dit de ne pas s'inquiéter, elle trouvera un moyen d'arranger les choses avec son maître ou peut-être qu'il préfère retourner dans les montagnes pour s'entraîner. Alors Tang, n'ayant pas le choix, décide d'accepter ce défi en tant qu'homme. En effet, puisqu'il a accepté cette mission, il en prendra la responsabilité. Maintenant fait, Madame Long s'adresse à sa seconde, elle lui dit de faire sortir la fille et de faire en sorte que personne d'autre ne la voie. Celle-ci a compris la mission, alors elle prend son téléphone et s'exécute. Madame Long s'adresse maintenant à Tang. Elle lui dit de bien se rappeler de deux choses. Personne ne doit savoir qu'il est allé dans l'autre monde et il doit rester avec Zhuang 24 heures sur 24. Elle rajoute que la prochaine fois qu'il sera convoqué au QG, il a intérêt à être avec elle. Tang a compris. Alors Madame Long lui dit qu'il peut y aller. Il doit juste attendre que Jingxi le contacte. Ceci fait, Tang part blasé en se demandant pourquoi est-ce qu'il a l'impression d'avoir une calamité sur le dos. Derrière lui, Jingxi s'adresse à Madame Long, mais celle-ci sait à quoi elle pense. Elle lui dit que tout ira bien. En effet, la force que Tang mobilise dans les missions habituelles est inférieure à 10% de sa véritable puissance. Mais ce n'est pas ce qui inquiète Jingxi. Elle a plutôt peur que la goule reprenne le contrôle et que Tang la tue accidentellement. Maintenant, elles doivent aller faire le rapport au supérieur. Madame Long en a marre de faire le ménage derrière Tang. Celui-ci maintenant dehors devient pensif et se dit que les prochains jours seront difficiles. Il a un mauvais pressentiment et derrière lui apparaissent des fils rouges qui indiquent qu'il est aussi victime de mauvais augure. Les fils sont extrêmement nombreux et se dirigent vers une direction. Ils traversent la ville, continuant de s'éloigner de plus en plus en dehors de celle-ci et se dirigent vers les montagnes qui se trouvent non loin dans l'obscurité de la brume. Sur ces montagnes se trouve un temple traditionnel et dedans une personne assise sur une tortue géante voit les fils qui sortent de Tang venir sur son compas géant. L'un des fils se brise et plusieurs s'en suivent se brisant les uns après les autres. Cela interpelle l'homme. En effet, il ne comprend pas pourquoi les fils se rompent. Madame Long passe un appel pour discuter avec le mystérieux homme. Celui-ci, un peu trop à l'aise, l'appelle ma chatte et lui demande pourquoi est-ce qu'elle l'appelle. Cela énerve Madame Long qui lui dit que s'il ose refaire ce genre de blague indécente, elle ne se souciera plus jamais de son disciple. L'homme lui demande si elle voulait lui dire que Tang était rentré et sorti du monde Fantian et qu'il cohabitera désormais avec une fille possédée par une goule. Cela étonne Madame Long qui lui demande comment est-ce qu'il a su. L'homme lui rétorque que s'il ne peut même pas deviner ça, il n'aurait pas laissé Tang quitter la montagne. Après tout,
il n'est pas n'importe qui. Il est le taoïste le plus puissant de l'histoire, le 17e maître des taoïstes cachés, Li Yichun. Son égoïsme énerve Madame Long qui raccroche immédiatement. Li est content de voir que le tempérament de Madame Long n'a pas changé, même après être entré dans le système. La tortue sur laquelle il est lui demande s'il n'a pas peur qu'un malheur n'arrive s'il laisse Tang agir à sa guise. Cette tortue est le maître de la montagne depuis 5 générations. Elle s'appelle Song. Mais Li lui dit qu'à chacun son destin. Ni elle ni lui ne peuvent le changer. Il lui dit donc de ne pas se faire trop de soucis. Li est de bonne humeur, alors il propose à Song d'aller se balader et de profiter de la lune. Quelques fils rouges se sont rompus, alors c'est l'occasion idéale de faire une prédiction. Mais Li dit qu'il est encore trop tôt. Mais par contre, ça montre que Tang a encore une chance. Alors les maîtres de la montagne prennent le temps d'admirer la lune. Au loin, une personne semble submergée par une aura blanche et mystique. Il s'agit de Zhuang qui était jusque-là endormie. Elle se réveille pour la première fois dans son corps. Celle-ci se demande ce qui lui arrive, ne comprenant pas la situation. En observant sa main, elle est choquée de voir dans quel état elle est. Derrière elle, une personne debout l'observe. Alors elle se retourne inquiète et voit la goule la regarder d'un air énervé. En effet, celle-ci aimerait avoir le contrôle total du corps et cela l'ennuie que Zhuang soit encore en vie. En voyant la goule, Zhuang se rappelle l'avoir vue. En effet, c'est elle qu'elle a aperçue avant l'accident. La goule, jusque-là immobile devant Zhuang, bouge son index et par ce simple mouvement, on a l'impression que cela submerge Zhuang dans un état inconnu et celle-ci semble se réveiller en ayant le contrôle de son corps. En effet, elle s'est bel et bien réveillée et cette fois-ci, c'est elle qui est au contrôle du corps. Elle se réveille sur un énorme lit avec le portrait de Tang derrière elle. En se réveillant, elle se demande si tout cela était un rêve, mais en regardant autour d'elle, elle se demande où est-ce qu'elle est. Mais alors qu'elle se pose cette question, une autre question plus importante lui est venue à l'esprit. En effet, on a changé ses vêtements. Il y a aussi une sensation de fraîcheur, donc elle remarque que son soutien-gorge n'est plus là. Elle remarque aussi qu'en dessous, il n'y a rien non plus. Alors cela la gêne énormément. Zhuang se demande si elle a vraiment percuté un être surnaturel et surtout chez qui elle est. Alors elle essaie de s'en souvenir. D'abord, il y a eu l'accident, ensuite le monstre de son rêve, puis les feux d'artifice. Après, elle a été poursuivie par une horrible créature. À ce moment-là, un jeune homme est tombé du ciel, a abattu la créature et l'a emportée dans le ciel. Elle s'est également rappelée de souvenirs douloureux. Alors, elle se demande si le jeune homme qu'elle a vu existe vraiment ou alors est-ce que son imagination lui joue des tours en lui montrant une figure protectrice pour la soulager, elle qui a toujours voulu paraître forte. En effet, l'homme était si fort et avait un sourire si chaleureux. Alors, elle regrette que celui-ci ne puisse pas exister pour la protéger. C'est à ce moment-là que la porte s'entrouvre et de là sort Tang, serviette sur la taille, chaussons aux pieds et brosse à dents à la bouche qui constate qu'elle s'est réveillée. Zhuang est rassurée qu'il existe vraiment, mais elle est énervée car elle pense que c'est lui qui a enlevé ses sous-vêtements. Alors elle lui lance un coussin sur le visage car elle ne pensait pas que ce serait ce genre de personne. Ne voit-elle pas qu'il est en train de se brosser les dents? Mais Zhuang envoie tout de suite sa technique spéciale contre les pervers et lui met un gros coup de genou dans les testicules pour le punir. Mais à sa grande surprise, Tang ne bouge pas d'un poil. En effet, il ne sent rien. Alors que Zhuang se plaint de la douleur, Tang lui demande quel est son problème. Il a été bien sympa de la sauver, mais maintenant elle l'attaque. Les larmes aux yeux, Zhuang le traite de pervers et lui demande qui lui a permis de lui enlever ses sous-vêtements. Elle se rend compte en même temps que ses bijoux de famille sont en acier, car ce sont de vrais bijoux de famille, pas comme celle de son oncle. Tang lui apprend qu'elle était trempée de la tête aux pieds. Il ne voulait pas qu'elle attrape froid. C'est aussi pour ça qu'il a fallu qu'elle prenne un bain. En entendant cela, Zhuang est encore plus énervé. En effet, non seulement il lui a enlevé ses vêtements, mais en plus il lui a fait prendre un bain. Mais Tang lui dit qu'on lui a appris que seuls les couples mariés prennent des bains ensemble. Alors bien sûr, ce n'est pas lui qui l'a lavé. Il regarde derrière lui et dit à une personne de se montrer. En voyant la personne en question, Zhuang est choqué. Il s'agit d'un démon hideux avec des cornes qui lui sortent de la bouche qui entre dans la pièce. Tang lui apprend que c'est elle qui l'a lavé. En la voyant, Zhuang court se cacher derrière le lit. Elle n'arrive pas à
à croire que ce monstre a touché à son corps. Celle-ci est blessée par les mots de Zhuang et se met à pleurer. Et Tang la réconforte. Elle est peut-être impressionnante, mais en âge humain, ce n'est qu'une fillette de 5 ans. Alors Zhuang doit s'excuser maintenant. Celle-ci, gênée, présente ses excuses au monstre. En effet, on dirait peut-être pas, mais parmi les démons, son espèce fait partie des plus gentils. Zhuang ne comprend rien à ce qui se passe. Les humains et les démons coexistent dans ce monde, mais les gens ordinaires comme Zhuang n'en ont pas la moindre idée. Tang lui apprend aussi que l'un d'eux est dans son corps. Celle-ci est blessée par ces mots. Elle aurait aimé qu'on le lui annonce avec plus de tact. Étant fatigué de la situation, Tang dit au monstre de lui expliquer. Zhuang présente encore ses excuses pour tout à l'heure, mais le monstre est compréhensive et comprend que c'est elle qui lui a fait peur. Alors les deux, devenues copines, commencent à discuter et Zhuang demande au monstre de lui expliquer ce qu'elle fait chez Tang. Pendant ce temps, celui-ci derrière en profite pour se changer. Le monstre apprend alors à Zhuang que c'est la société du spectre qui l'a placé ici avec Tang, mais celle-ci ne sait pas de quoi elle parle. La société du spectre a une relation compliquée avec les démons. Celle-ci s'apprête à expliquer l'histoire à Zhuang. Cela fait bien longtemps que les démons existent, mais la plupart des mauvais démons considéraient les humains comme de la nourriture. Alors les humains au pouvoir extraordinaire sont apparus. Ils se sont levés contre les démons et les ont combattus avec bravoure. Ils ont créé l'organisation des taoïstes cachés. Chaque membre avait pour mission de protéger l'humanité. À partir de ce moment, les humains détenaient la force de réprimer les démons et ces derniers ne pouvaient plus agir à leur guise. Mais les dirigeants humains ont commencé à craindre la puissance de ces membres ésotériques. Alors des taoïstes ont été chassés plus tard. Les démons sont arrivés sans prévenir pour conduire une attaque à grande échelle contre les humains. À cet instant, les ésotériques manquaient de puissance pour les combattre. Alors, en dernier recours, le fondateur des taoïstes cachés a scellé la plupart des démons dans un sceau de jade. Cet artefact est appelé le sceau Fantian. Après ces événements, le reste des démons a signé un contrat avec les humains pour coexister en paix. Cet accord est appelé l'armistice. La société du spectre a plus tard été créée pour gérer les démons qui vivent dans le monde des humains ainsi que ceux qui cherchent à faire du mal. Et voilà l'histoire, c'est à peu près tout. Mais à propos du démon dans le corps de Zhuang, eh bien pour ça, il faudra demander à Tang. Celui-ci maintenant habillé se présente devant elle. Alors son œil de l'au-delà activé, il annonce à Zhuang qu'ils vont pouvoir commencer les choses sérieuses. Celle-ci ne comprend pas ce qu'il veut dire par là. Tang lui dit juste avec un sourire narquois de s'allonger sur le lit. Complètement gênée car elle a mal compris Tang, Zhuang lui demande ce qu'il veut dire par là. Celui-ci ne sait pas combien de fois la goule a pris le contrôle de sa conscience, mais l'aura maléfique que Zhuang aimait est bien plus forte qu'avant. En d'autres termes, s'il ne faut rien, son esprit va se faire complètement dévorer par le démon en elle. Elle se demande si le démon en question est le monstre qui est apparu dans ses rêves. Alors elle se demande ce que Tang va faire. Celui-ci a déjà commencé en faisant son geste signature. Zhuang demande s'il compte lui lancer un sort. Tang est content car il n'a jamais eu l'occasion d'utiliser cette technique. Une fois prête, il met ses deux doigts sur le front de Zhuang et ainsi il lance le sort de regain de conscience. Zhuang perd alors connaissance. Elle est maintenant allongée sur le lit. Le démon de Tang essaie de comprendre la situation, mais en regardant son maître, elle voit celui-ci se laisser tomber en fermant les yeux sur Zhuang. En voyant son maître s'approcher de plus en plus, elle ne comprend pas la situation. Elle n'a jamais vu cette technique auparavant. Il s'est évanoui, mais ça devrait aller pour lui. En voyant les deux allongés côte à côte, elle trouve qu'ils vont bien ensemble. Zhuang se réveille dans son esprit. Elle se demande si c'est encore un rêve. Elle se sent très faible et ne peut pas bouger. Mais une voix lui dit que ce n'est pas un rêve. Il s'agit de Tang debout devant elle qui lui dit qu'ils sont dans son subconscient. Elle lui demande alors ce qu'il fait là. Et puis comment est-ce qu'il sait ce à quoi il pense? C'est parce que son esprit a pénétré dans l'esprit de Zhuang. Il partage toutes ses pensées et même ses sentiments. Il va maintenant lui expliquer pourquoi elle ne peut pas bouger. C'est parce que sa conscience se désagrège petit à petit. Alors tous ces rubans de lumière qu'elle voit sont des fragments de son esprit. Elle demande à Tang ce qui se passera si
si son corps de lumière disparaît. C'est exactement ce que Tang craint, car sa conscience sera complètement effacée. Autrement dit, elle sera morte. Mais il lui dit de ne pas s'inquiéter du moment qu'il se débarrasse de cette chose avant qu'elle ne disparaisse. Tang, avec un sourire bienveillant, lui dit que tout ira bien. La goule reste debout au loin. Tang se dirigeant vers la goule est excité rien qu'à l'idée de se battre avec son esprit. La goule était elle aussi endormie et se réveille soudainement. Devant elle se tient Tang qui remarque qu'elle vient de se réveiller. Cela étant fait, il lui dit alors de se battre. La goule commence par dire qu'elle n'est peut-être qu'un esprit, mais elle le sent. Elle comprend que c'est lui qui l'a traquée. Il savait où elle était et ne voulait pas la lâcher. Étant pressé, Tang lui dit d'arrêter de parler et de venir se battre. La goule s'énerve pensant que c'est un certain Bowen qui envoie Tang. Elle le menace, lui disant de dire où est-ce qu'il est, sinon elle le dévore. Tang lui dit qu'il va la taper si elle continue de dire n'importe quoi. Alors il se prend un premier coup de genou au visage. La goule enchaîne avec un coup de poing violent sur Tang. Celui-ci a la moitié du visage qui a été touché, alors il est à moitié déchiré. Mais la goule ressent des choses bizarres. En effet, son instinct lui hurle de fuir. Alors Tang est si fort que ça. Celui-ci, une fois son visage restitué, est énervé que la goule l'ait attaqué au visage. Celle-ci ne voit rien de différent des autres humains en regardant Tang, mais sa simple présence inspire la terreur. C'est digne d'un rang S d'avoir pu blesser Tang. Les coups de la goule sont puissants, mais c'est au tour de Tang maintenant. Mais il a beau être fort, il oublie quelque chose. Cet endroit est également le subconscient de la goule. Alors celle-ci, une fois avoir doublé de taille, attrape Tang et le serre très fort. Il s'agit d'un double qu'il a créé à partir de sa haine pour se venger. Il est indestructible et Tang n'arrivera pas à se libérer. Son esprit est fort, mais la goule peut le blesser. Et puis elle peut créer d'innombrables clones de elle-même. Alors le combat semble gagner d'avance par le nombre. La vitesse des clones n'égale pas celle de l'original, mais ils sont presque aussi forts qu'elle. Alors un seul coup de l'un d'entre eux suffira à réduire Tang en miettes. Tous les clones courent alors vers Tang. Celui-ci a commis une erreur en venant ici. La goule se sent alors invincible, ayant l'avantage du nombre. Tang observe les ghouls qui s'approchent. En effet, le nombre est plus que ce qu'il aurait pensé. Une vague de clones se dirige vers lui, étant complètement immobilisé. Mais alors que les clones se rapprochent de plus en plus de lui, semblant avoir la victoire de leur côté, Tang est déçu. Il n'est pas impressionné par ses clones et en plus c'est démodé et ennuyeux. Alors il se libère facilement du clone géant qui le maintenait et se prépare à recevoir tous les autres en même temps, car cela n'est pas au-dessus de ses capacités. En effet, cela ne l'empêche pas d'avoir un sourire. Et c'est comme ça qu'il commence les hostilités. Ainsi, son énergie gigantesque inonde toute la zone et se montre impressionnante. Il est en train de prendre la véritable forme de son esprit. Maintenant 100 fois plus fort et plus grand, il avoue qu'il a joué au faible pour voir l'attaque ultime de la goule. Et il est déçu de ce qu'il a vu. C'est complètement désespérant. Lui qui espérait un bon combat n'aura pas ce qu'il voulait. La goule prend peur face à la supériorité de son ennemi et dit à ses clones de se rassembler. Ces derniers commencent tous alors à fuir pour rejoindre l'original, mais alors qu'ils couraient, une énorme ombre plane au-dessus d'eux. Tang lance alors sa première attaque contre tous les clones en même temps. Ils se sont tous fait anéantir devant l'original. Devant un Tang complètement décompressé, la goule revient à la réalité, car un pauvre clone comme elle ne pourrait pas faire disparaître Tang. Et en plus de ça, elle ose se prétendre invincible. Alors, d'une simple pichenette, Tang va lui donner une leçon. Ainsi, avec cette simple attaque, il lui montre ce que signifie être invincible. La goule vaincue, l'esprit de Tang commence à disparaître. Il reprend sa petite taille. Une fois devant l'esprit de la goule, il voit qu'elle commence déjà à guérir. Alors, il comprend qu'elle est forte. Ce fameux Bowen devrait être un ennemi de son vivant. Il se demande alors ce qu'a bien pu endurer la goule pour finir ainsi. De son côté, Zhuang se réveille et constate que son corps est revenu. Tang lui dit maintenant d'imaginer quelque chose qui pourrait sceller la goule, mais elle n'a aucune idée de ce que ça pourrait être. Cet endroit est son subconscient. Elle a le pouvoir de créer une telle chose. Tang lui dit que tout ira bien, mais il n'a plus beaucoup de temps. Alors Zhuang commence à réfléchir et hésite entre un sac, un collier ou peut-être un anneau. Mais Tang lui dit de se dépêcher car la moitié de son corps a déjà disparu. Une fois fait, Zhuang lui dit que c'est bon. Alors
Tang entend le bruit de quelque chose derrière lui. Il se retourne pour voir ce qu'elle a utilisé pour sceller la goule et en le voyant, il est complètement dépité. En effet, celle-ci a été scellée dans du rouge à lèvres géant, ce qui est complètement humiliant en voyant la puissance de la goule. Mais celle-ci ne peut que subir son traitement sans pouvoir rien dire. Inquiète, Zhuang se demande si cela pourrait suffire et ainsi, à son tour, elle commence à disparaître. Une fois fait, la goule semble différente d'avant. Cela est parce qu'elle redevient un esprit maudit comme au début. Un souvenir du passé refait surface. Il pleut. La personne sent son corps lourd et froid et aussi une douleur insistante. Du sang apparaît au sol. Il s'agit du sien. Des rires se font entendre. Une personne aux cheveux longs se tient debout devant. En lui demandant qui il est, Su Yeqiao voit un être complètement terrifiant. Mais ce nom n'est pas le sien, mais celui d'une autre personne. Car en effet, c'est Zhuang qui se réveille après avoir vu les souvenirs de la goule. Mais en se réveillant, devant elle se tient Tang qui la regarde. Alors les cris d'une Zhuang complètement terrifiée se font entendre depuis l'extérieur. Celle-ci toute rouge lui demande ce qu'il compte faire d'elle. Elle était inconsciente et n'arrêtait pas de marmonner. Alors il s'approchait juste pour sentir s'il restait encore une aura maléfique en elle. Alors complètement gêné par la proximité de Tang, Zhuang lui demande de se pousser. Le démon dans son corps est temporairement scellé, alors elle peut se reposer cette nuit. Zhuang pensait qu'il n'était plus en elle, alors cela l'étonne. Elle demande à Tang comment est-ce que ce démon a fini en elle. Pour faire simple, Tang l'a pourchassé et la goule est tombée sur Zhuang. Mais elle ne sait pas pour quelle raison et a fini par fusionner avec elle. La goule a causé des dégâts en contrôlant son corps. Ils l'ont emmenée au QG de la Société du Spectre, mais comme elle n'est ni démon ni humaine, elle lui a été confiée. Tant qu'ils n'auront pas trouvé un moyen d'exterminer le démon en elle, elle devrait rester avec lui. Zhuang n'arrive pas à croire ce qu'elle vient d'entendre. Cela veut dire qu'elle est sa prisonnière. Et comment est-ce qu'il veut qu'elle reste dans la maison d'un garçon? Et si Tang mentait, sans parler du bain, vu comme il était proche, il était clairement sur le point de l'embrasser. Alors peut-être qu'il comptait vraiment. Mais ce dernier ne comprend pas ce qu'elle veut dire par l'embrasser. Alors son démon lui explique qu'elle parle d'un bisou sur la bouche. Quand un homme et une femme s'embrassent, c'est une démonstration d'amour. Et il aimerait bien savoir comment est-ce qu'elle sait ça. Celle-ci l'a appris en regardant la télé. Il lui rétorque qu'elle est trop jeune et qu'elle ne devrait pas regarder des choses comme ça. Mais Zhuang lui dit de ne pas faire l'idiot. Elle aimerait avoir une réponse. Tang ne comprend pas du tout ce qu'elle raconte. Se coller les lèvres et partager sa salive, c'est complètement dégoûtant. Zhuang a encore quelques doutes. Alors, en observant Tang, il a l'air de dire la vérité. Mais alors, il serait ce qu'on appelle un énorme béné. Et il dit à Zhuang qu'il est fatigué. Ils en reparleront demain. Elle peut dormir ici pour le moment. Mais si elle veut aller dehors, qu'est-ce que Tang fera? Le maître de celui-ci lui a dit qu'en tant qu'homme, il ne devrait jamais battre une femme. Alors si elle veut sortir, il ne l'empêchera pas. Mais il la prévient. Si elle n'est pas à ses côtés, ce démon dans son corps risque de ressurgir. Alors il est le seul capable d'assurer sa sécurité. Une fois dans son lit, elle devient pensive. Elle n'a nulle part où aller et il l'a sauvée. Il n'a pas l'air très sérieux, mais c'est quelqu'un de bien. Alors elle se retourne pour essayer de dormir. Ainsi, elle ferme les yeux et se vide l'esprit. Mais une fois qu'elle est complètement endormie, un bruit étrange provient de son drap. Une forme étrange apparaît et grossit sous le drap. Il s'agit de la queue squelettique de la goule qui s'est formée car Zhuang lui a laissé l'occasion en s'endormant. Plus tard, elle se réveille, mais celle-ci se réveille en sursaut. Une fois assise, elle voit que c'est le matin. Elle n'arrive toujours pas à croire que ce qui s'est passé hier est réel. Va-t-elle vraiment vivre avec Tang à partir de maintenant? Et en plus, il y a cette chose en elle. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Mais soudain, quelque chose attire son attention. En regardant dehors, ses cris se font à nouveau entendre depuis l'extérieur. Tang arrive et veut savoir ce qui se passe. Pourquoi est-ce qu'elle hurle à une heure pareille? Lui et son monstre sont étonnés par le comportement de Zhuang. En effet, celle-ci ne l'avait pas remarqué hier, mais l'a vu sur le centre-ville et cette hauteur, elle croit reconnaître cet endroit avec des étoiles dans les yeux, car en effet, il s'agit du roi des gratte-ciel dans le nouveau quartier nord. Alors elle se demande si elle est en train
de rêver car elle n'aurait jamais imaginé se trouver ici. À côté, à l'avenue Lausanne, il possède une surface au sol de plus de 30 000 m² et le bâtiment tout entier s'étend sur 150 000 m² au total. Il possède 4 des plus belles résidences et est le plus haut bâtiment du pays. Le dernier étage est le 121e et atteint une hauteur d'environ 600 mètres et impose ainsi le record de la plus belle habitation du pays. On l'appelle le numéro 1. Entendant tous ces détails, Tang se demande si elle est agente immobilière. En effet, il lui est arrivé tant de choses hier et c'est ça qui la choque. Et lui qui pensait qu'elle faisait un boucan à cause de cette chose derrière elle. Le démon lui précise que c'est sur ses fesses. Alors Zhuang regarde et voit la queue squelettique de la goule derrière elle. Elle commence d'abord par être étonnée, se rendant compte petit à petit de la chose et commence par crier de terreur en se demandant ce que ça fait sur ses fesses. Tang lui trouve que c'est cool, mais soudain la queue se dirige à toute vitesse vers lui. Il esquive l'attaque tout en observant attentivement la queue. Celle-ci a raté sa cible, alors elle se retourne et réattaque. Elle se dirige à nouveau à toute vitesse vers Tang. Et celui-ci arrive à esquiver toutes les attaques de la queue sans exception. Il saute ensuite en l'air pour esquiver l'attaque venue d'en bas. Mais une fois qu'il s'est remis à terre, la queue réattaque de nouveau. Alors Tang court vers Zhuang. Celle-ci ne bouge pas car elle ne comprend rien. Tang se rapproche de plus en plus d'elle et la queue de plus en plus de lui. Il fait exprès de se mettre au niveau de Zhuang et esquive au dernier moment pour que la queue se dirige tout droit vers sa tête. Alors celle-ci, une fois prête de l'œil de sa porteuse, se rendant compte qu'elle ne doit pas la blesser, s'arrête immédiatement, car Zhuang n'est pas la cible. Voyant ça, Tang est content et trouve cela très intéressant.